Bonsoir à tous, édition spéciale suite sur i24 News. Vous l'avez vécu tout au long de cette journée, une journée historique dans l'histoire de la mobilisation contre le terrorisme et pour la défense de la liberté. Historique à la fois pour la France, mais pour le monde entier, tant le retentissement de ce rassemblement gigantesque, comme vous le voyez sur ces images, puisque le ministère de l'Intérieur français avoue ce soir être incapable de chiffrer exactement cette mobilisation sans précédent. Peut-être 1,5 million, voire 2 millions de personnes dans les rues de Paris, emmenées tout à l'heure par un cortège également inédit, historique, d'une cinquantaine de chefs d'État autour du président français François Hollande. On va en parler évidemment très longuement ce soir, car à quoi va servir cette journée? Que va-t-il se passer maintenant après ces journées qui ont vu un déferlement de violence sans précédent également sur la France? De tout cela, on va parler dans un instant, car il y avait bien sûr aujourd'hui présent dans ce cortège l'hommage de tous ces manifestants aux 17 victimes du terrorisme, à la fois les 12 morts du journal Charlie Hebdo que vous voyez ici à l'image, et tué dans la première attaque de mercredi par les frères Kouachi, avec également ces deux policiers qui figuraient parmi les victimes. Et puis le lendemain, cette policière municipale tuée cette fois par l'autre membre du groupe Koulibaly dans la rue de Montrouge. Et également les 4 victimes juives de l'hypermarché Cacher de Vincennes, tuées vendredi lors de la prise d'otage donc menée par ce même Koulibaly. Et d'ailleurs, i24 News tient à s'associer à l'une de ses collaboratrices touchées de très près par ce drame de Vincennes. Voilà donc l'édition spéciale qui se poursuit sur i24 News. On aura de nombreux directs à vous proposer, des reportages également. Je salue Emmanuel Narson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Merci d'être dans ce studio avec vous. Miri Rossman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne spécialisée dans les relations entre Israël et la France. Et je vais vous demander d'ailleurs tout de suite, alors que ce cortège évidemment n'est pas encore terminé, tant qu'il y a de monde. Il a été à l'arrêt d'ailleurs pendant de longues minutes parce qu'il était impossible d'avancer. Vous voyez encore Paris à l'heure qu'il est, et il y a encore énormément de monde, alors que tout cela a démarré il y a maintenant plus de 3 heures. Miri Rossman, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va marquer l'histoire de ce pays, que cette mobilisation? À mon avis, oui, parce que la France a passé un traumatisme énorme. Ça a commencé mercredi soir avec Charlie Hebdo. C'est parti avec le policier qui s'est tué jeudi et après vendredi avec Hyper Cacher. Et je pense que depuis au moins 40 ans, on n'a pas vu quelque chose comme ça. Et depuis que François Mitterrand est descendu dans les rues après Carpentras dans les années 90, je ne me souviens pas exactement l'année, c'est la deuxième fois qu'on voit un président dans les rues, et malheureusement une autre fois à cause d'un attentat contre... Là, c'est Hyper Cacher, l'autre fois, c'était les cimetières de Carpentras. Mais j'espère que la France... plutôt les dirigeants français. Là, on a vu tellement de dirigeants qui vont tous s'asseoir ensemble, tous les pays ensemble, et trouver un moyen de lutter contre ces islamistes radicaux et contre cette djihadisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui est touchée, mais en fait, demain, ça peut arriver dans n'importe quelle capitale européenne. C'est arrivé en Australie avec déséquilibré, entre guillemets. Mais je pense que si les dernières semaines, on a vu que la France dormait un petit peu, entre guillemets, chaque fois quand il y avait un attentat, c'est un déséquilibré, c'est quelqu'un qui n'a pas crié Allahu Akbar. Je pense que là, ils comprennent, ils se réveillent, entre autres. Et j'espère que, malheureusement, c'est très traumatisant, mais j'espère que de cette tragédie sortira quelque chose de bon. Alors, Emmanuel Narson, délégation israélienne importante aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais également 2 ministres qui étaient présents, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett. Pourquoi Israël est venu aussi de manière aussi importante dans cette manifestation? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, évidemment, c'est pour exprimer la solidarité israélienne avec les valeurs qui ont été attaquées, les valeurs de la République que nous partageons aussi, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de la presse, la tolérance, etc. Mais évidemment, il y a aussi l'aspect juif particulier. Et les Juifs en France, malheureusement, sont sous attaque et ont le sentiment de ne pas être protégés par la République. On a vu ça depuis Ilan Halimi. Il y a eu d'autres événements dramatiques qui font en sorte que la communauté juive de France se sent véritablement menacée. Et pour les dirigeants israéliens, c'est un moment important. C'est le moment de dire, écoutez, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Ouais. Alors justement, cette part de ce traumatisme lié à l'antisémitisme, puisque donc il y a eu une cible
clairement juifs lors de ces attaques. Mireille Haussmann, est-ce que ça, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter aujourd'hui? Est-ce que la France peut faire quelque chose vraiment pour lutter contre cela? Ou est-ce que ce sera une fatalité? Ça existe après tout, on peut dire, depuis des siècles, l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? C'est pas une attaque seulement contre les Juifs de France, c'est l'attaque contre les Français. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu une femme d'origine musulmane qui a dit « On est tous Français, c'est la République française, c'est une république laïque. » Mais l'hypermarché Karcher, c'est quand même une attaque. Bien sûr que c'est visé les Juifs, mais 2 jours avant, c'était un journal, c'était le droit de parler librement, un autre symbole de la France. Il y a là une attaque sur tout le monde, sur tous les Français et tous les pays en fait. Et il faut comprendre ça. Bien sûr que nous, comme Israéliens, comme Juifs, je suis très triste et on est touchés, etc. Mais il est très important de comprendre que c'est une attaque sur la France et sur les valeurs, en fait, pour moi, c'est une guerre de culture et de religion. Et c'est là qu'il faut comprendre ça. C'est comme le pape a dit, j'espère qu'on n'est pas à la porte d'une 3e guerre mondiale, je ne vais pas faire peur à personne, mais on est obligé de comprendre, c'est une guerre de culture, il faut vraiment lutter et il ne faut pas non plus faire de généralisation parce que ce n'est pas tous les musulmans. C'est mais en même temps, il y a 1100 Français qui sont maintenant aux côtés des Daesh en Irak et en Syrie. Il y a des Belges, il y a des Britanniques, il y a des Australiens. Il faut faire un projet pour lutter parce que ces jeunes-là, ils reviennent en Europe. Europe, on peut passer de Bruxelles à Paris, à Londres, à n'importe où avec un passeport européen. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôles. Et il faut trouver que tous les services, les politiques, avec les services de sécurité et tous ensemble, ils doivent s'asseoir et trouver une solution comment lutter contre ça. Vous êtes d'accord, Emmanuel Narchon? Il faut mettre tout cela dans un même ensemble. C'est la France qui était visée, ou est-ce qu'il y a spécifiquement une cible qui sont les Juifs en l'occurrence? Oui, mon opinion est un peu différente et je crois que évidemment la communauté juive a été spécifiquement ciblée parce qu'il faut dire que de manière générale, la santé d'une communauté juive en Europe est, si vous voulez, la démonstration de la bonne santé de la société en général. Et la communauté juive est d'une certaine manière un indicateur donc de la santé d'une société et la France est très malade. Et on le voit justement selon ce qui se passe maintenant avec la communauté juive. Et je crois que d'essayer de généraliser en disant écoutez c'est une attaque contre la France et les Juifs étaient là un peu par hasard, c'est faire un peu fausse route parce que évidemment qu'il y a une attaque qui est contre les Juifs et les Juifs sont ciblés, les Juifs ne sont pas protégés. Maintenant, il a déjà été dit à maintes reprises que pas tous les musulmans sont des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Et on est quand même en droit de se poser la question qu'est-ce qu'il y a dans cet islam qui attire les gens qui sont portés à la violence, qui sont portés à l'extrémisme et ce sont des grandes questions d'ailleurs que les musulmans eux-mêmes doivent se poser. Quant à la République française, son devoir est de protéger la communauté juive. La communauté juive qui se trouve maintenant dans un désarroi, dans une situation qu'elle n'a pas connue depuis l'occupation allemande. Et on est vraiment dans un moment de crise absolument dramatique. Je suis d'accord d'ailleurs avec ceux qui disent que la France, sans sa communauté juive, ne sera pas la France. Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'on a eu ce discours-là entendu hier par le Premier ministre Manuel Valls. On a vu aujourd'hui aussi beaucoup de Juifs brandir des pancartes en disant « Nous sommes Juifs et Français, nous sommes dans la République ». Ça veut dire que cette communauté juive ne veut pas se mettre en dehors finalement aujourd'hui, même si elle se sent inquiétée, menacée. Elle veut rester française. Je veux citer le rabbin Lugassi que je viens d'écouter parce que je viens de Galei Tzahal qui a parlé. Il a dit carrément ça. Je pense qu'il ne faut pas faire... C'est dramatique, c'est touchant. Bien sûr que Hyper Cacher était visé, bien sûr que c'est des Juifs, je suis d'accord avec vous. Mais encore, c'est des Français et je pense qu'il faut... il faut pas... Si les Juifs français veulent faire l'Aliyah, welcome. Moi, je suis la première qui le dirait de venir, c'est bien sûr. Mais comme Ariel Sharon a froissé Jacques Chirac en 2002, je ne veux pas que ça se répète et on a vu ça hier. M. Netanyahu a parlé, Manuel Valls a répondu et c'est parti... un boule de neige qui est parti de là. Bien sûr, on a vu qu'en 2014, on a eu 7000 Juifs qui ont fait l'Aliyah de France. C'est le numéro double de 2013 qui était 3000 quelque chose. Et en 2015, on attend 10 000 avant. Je parle avant de l'attentat des vendredis. On attendait 10 000 Juifs français. Je pense qu'il est très important qu'ils viennent. Je pense qu'il est très important ce qu'a dit M. Netanyahu hier, qui construit une cellule, un bureau, qui s'occupe, parce qu'il faut faciliter il y a un problème avec leur certificat des études, il y a beaucoup de problèmes. Oui, ça, je suis d'accord, il faut créer
un bureau peut-être pour les aider, pour faire leur aider à que leur alia soit plus facile. S'ils veulent venir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup aussi de Juifs qui sont partis en 2014 aux États-Unis et au Canada, et on n'a pas de statistiques et de numéros par rapport à cela. Mais je pense qu'il faut comprendre, la France est un État qui est État ami de l'État d'Israël, et je pense qu'il faut... Il ne faut pas les inciter pour vous à partir. Non. Emmanuel Narchon, c'est un peu ce que fait quand même le gouvernement en ce moment. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait, offre la possibilité aux Juifs de France de venir ici en Israël, mais évidemment, c'est un choix individuel. Je ne pense pas qu'un Juif français décide de venir en Israël parce que le Premier ministre israélien ou un ministre israélien lui a dit, écoutez, venez en Israël. C'est une décision profonde, c'est une décision qui est très difficile à prendre parce qu'en fait, il s'agit de quitter sa maison, de quitter sa patrie, en fait, de quitter ses racines d'une certaine manière pour s'installer dans un autre pays où il y a d'autres racines, bien évidemment. Donc c'est un processus qui est très complexe, mais je crois que pour la France, c'est un grand défi, c'est un défi d'identité, c'est un défi de valeur pour la France, parce que on a tendance à être un peu complaisant envers les valeurs et les bénéfices dont bénéficient aujourd'hui les citoyens européens en général et les citoyens français en particulier. La liberté, ça se gagne. La liberté, c'est une lutte, c'est une guerre, et on a déjà vécu ça dans d'autres périodes de la République française, et en fait, les valeurs dont bénéficient maintenant les citoyens français, c'est quelque chose pour lequel il faut lutter. Or, l'ennemi est aux portes et l'ennemi est à l'intérieur. Donc, il s'agit d'une mobilisation. À mon avis, il faudra changer les lois en France, il faudra changer le régime légal, il faudra s'adapter à une nouvelle situation que la France n'a pas connue précédemment. Et il faudra aussi donner aux citoyens juifs de France, certains d'entre eux d'ailleurs descendants de familles qui sont en France depuis 1000 ans et plus, longtemps avant beaucoup de Français. Il faudra leur donner le sentiment qu'ils appartiennent véritablement à ce pays. C'est une honte et c'est incroyable qu'on ne puisse pas marcher avec une kippa dans la rue sans avoir peur. C'est honteux et c'est un défi à la République française. Alors, vous restez avec nous tous les deux. On ira d'ailleurs tout à l'heure à la synagogue, la grande synagogue de Paris, celle de la rue de la Victoire, où Benjamin Netanyahou et François Hollande doivent s'exprimer. D'ici une vingtaine de minutes, on vous fera vivre ça en direct. On va retourner un instant avant d'aller voir Julia Ganancia qui est devant l'ambassade de France à Tel Aviv. Juste une image, si on peut nous montrer une image de ce qui se passe toujours à Paris pour avoir toujours une idée de ce défilé sans précédent qui continue, vous le voyez, encore en ce moment. Donc des milliers, des centaines de milliers, on a dit peut-être plus d'1,5 million, incapables de chiffrer, dit le ministère de l'Intérieur, ce qui n'arrive jamais. Donc c'est bien pour vous donner donc toujours à l'esprit l'ampleur de cette manifestation qui rassemble bien des Français de tous horizons, des étrangers également, des chefs d'État. On verra tout à l'heure les reportages réalisés par nos équipes. Mais on va aller également en Israël, où la solidarité s'est manifestée, comme dans d'autres villes d'ailleurs du monde aujourd'hui. Alors il y avait un rassemblement devant l'ambassade de France à Tel Aviv. En ce moment même, d'ailleurs, vous y êtes. Julia Ganancia, bonsoir. Racontez-nous un petit peu quelle est la tonalité de ce rassemblement devant l'ambassade de France en Israël à Tel Aviv. Bonsoir, alors effectivement je suis dans le rassemblement devant l'ambassade de France, un tout autre rassemblement, moins de monde qu'à Paris évidemment, mais quand même les gens ont tenu à se mobiliser et à se recueillir ce soir dans le froid. Ils sont environ 300 voire 400, donc beaucoup de monde qui exprime évidemment sa solidarité avec les Français, sa solidarité par rapport aux attentats qui se sont déroulés ces 3 derniers jours. Je suis avec Jonathan qui a co-organisé l'événement. Alors pourquoi vous avez eu envie ce soir de faire cette mobilisation? Il était important pour nous, Français d'Israël, de montrer toute notre solidarité avec les Français, quels qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, qu'ils soient policiers, qu'ils soient Charlie, comme on dit, qu'ils soient Israël. C'était important de montrer que le peuple de France est uni, de montrer que le peuple juif est uni, qu'on se tient comme un seul homme et qu'ensemble on est indestructible. Et alors quand vous voyez tous ces gens qui sont réunis, beaucoup de jeunes, toutes ces pancartes, c'est opération réussie ce soir? Écoutez, oui, absolument. Entre 300 et 400 personnes. Il y en avait encore 100, 150 cet après-midi. Il y avait aussi une manifestation hier. Plus que la réussite en elle-même, on est très content de voir que les gens se mobilisent, se sentent unis, vraiment. Il y a eu une prière il y a 5 minutes, il y a eu un véritable rassemblement œcuménique, il y avait des chrétiens ce soir aussi, il y avait des musulmans. On est vraiment très unis, très fiers de cette rencontre. Effectivement, donc beaucoup de monde, il y a eu des prières, il y a eu une minute de silence aussi, les noms des 17 victimes ont été donnés dans le silence ce soir et puis la Marseillaise a été chantée, suivie de la Tikva.
Merci Julia Guénancier, on vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard d'ailleurs donc en direct de Tel Aviv. Il y a eu un rassemblement également important aujourd'hui à Jérusalem, on verra le reportage de Mathias Inbar. J'en profite pour signaler Emmanuel Narshon parce que c'est confirmé, c'est officiel que les 4 victimes de Vincennes, les 4 victimes juives seront enterrées en Israël mardi. Oui, tout à fait, au Mont des Oliviers. Nous nous occupons maintenant de tous les détails logistiques parce qu'il y a toute une opération à mettre en route à ce sujet. C'est un moment très important et je crois que c'est une bonne chose que ces victimes qui ont été tuées parce qu'elles étaient juives, soient inhumées ici en Israël. On suivra cela, évidemment, on y reviendra avec vous. On rappelle que dans un quart d'heure environ, devant la synagogue de la Victoire, eh bien, François Hollande et Benjamin Netanyahou doivent s'exprimer ensemble dans une cérémonie donc, dans cette grande synagogue de Paris au terme de cette journée. Et on va retrouver d'ailleurs sur place Julien Baloul, notre envoyé spécial qui devrait d'un instant à l'autre nous rejoindre, le temps qu'on rétablisse cette liaison avec Paris. Un mot, Miri Rossmann, sur finalement ce qu'on a vu aujourd'hui, cette France qui veut défendre les valeurs de la liberté, qui est soutenue dans le monde entier. Est-ce que ça peut aussi avoir une résonance dans le monde? Est-ce qu'il y a une prise de conscience finalement mondiale aujourd'hui qui s'opère à travers ce rassemblement? Bien sûr, on a vu toutes les manifestations à Londres, à New York, dans tout le monde en fait, il y avait des manifestations de solidarité. Et je pense que il y a deux pays qui, déjà comme l'Australie ou aux États-Unis et autres, compris que Daesh, ICS, l'État islamique, le djihad, c'est très dangereux et ils commençaient à lutter aux côtés, faire quelque chose par rapport à cela. Mais je pense que là, c'est l'alarme, la sonnette d'alarme. Et j'espère beaucoup, moi je suis optimiste, j'espère beaucoup que de là, on verra une action ferme. On a essayé de dire que peut-être ces jeunes-là, s'ils reviennent dans leur pays, il faut reprendre leur nationalité. C'est pas quelque chose que j'aimerais bien faire, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est le chose qu'il faut faire. Alors on va aller justement à Paris retrouver nos envoyés spéciaux, Maël Benoliel à la caméra, Julien Baloul qui est sur place, synagogue de la Victoire, avec l'arrivée donc du chef de l'État français, de Benjamin Netanyahou. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. À l'instant, nous venons de voir entrer la garde des Sceaux, Christine Taubira. Quelques secondes auparavant, c'était Nicolas Sarkozy qui est arrivé sous les acclamations du public. On entend encore des applaudissements. Manuel Valls qui arrive à la synagogue de la Victoire. Jean-Charles, arrivée de Manuel Valls, très applaudi par la foule. Manuel Valls donc qui s'arrête et qui prend le temps de poser pour la foule qui est ici. Mais vous voyez la foule qui est tout le monde avec son iPhone et qui veut prendre des photos. Manuel Valls visiblement pas pressé d'entrer, qui prend le temps de dire bonjour à la foule et de serrer des mains. Vous voyez l'arrivée du Premier ministre qui se poursuit, juste après donc celle de Christine Taubira et juste après celle de Nicolas Sarkozy qui lui aussi a été très acclamé. Et un peu avant eux, nous avons vu l'ancien ministre israélien du parti Chasse, Eli Ishai, qui a récemment créé son parti. Et juste auparavant, nous avons vu un haut gradé de l'armée israélienne arriver avec son costume de cérémonie officielle. Le cortège s'est arrêté. Vous voyez, il y a beaucoup de voitures derrière. Il y a probablement encore des officiels. Et j'entends la foule derrière moi qui commence à entonner la Marseillaise, Jean-Charles. Une atmosphère très, très officielle ici à l'entrée de la synagogue de la Victoire. Julien, un mot, l'objet de cette cérémonie, c'est un hommage qui va être rendu aux victimes de la tuerie et de la prise d'otage de Vincennes? Oui, absolument, c'est un hommage de la République aux victimes juives de ces attentats de ces derniers jours. C'est très symbolique que le gouvernement se déplace. Vous savez que récemment, Benjamin Netanyahou a dit aux Juifs de France, Israël est votre foyer. En France, on n'apprécie pas ce genre de propos, on attend des explications du Premier ministre israélien. On sait que si le gouvernement français est présent aujourd'hui, c'est d'une part pour marquer leur attachement envers les Juifs de France, mais d'autre part aussi peut-être pour ne pas laisser le champ libre à Netanyahou sur le sujet des Juifs de France. J'ai encore des acclamations et des voitures qui approchent. Voilà, je crois que c'est la fin du cortège de Manuel Valls. Les autres personnalités arrivent. Le Premier ministre israélien est attendu d'une minute à l'autre. Un dernier mot, Julien Baloul, avec vous sur cette journée, parce que vous l'avez vécu depuis ce matin. Cette mobilisation sans précédent, est-ce que c'est quelque chose qui impressionne évidemment ceux qui ont pu assister à tout cela?
Jean-Charles, c'est très impressionnant. C'est très difficile à décrire. C'est extrêmement impressionnant comme manifestation. Honnêtement, personne ici n'a vu un tel rassemblement auparavant pour une cause politique. On a l'habitude en France des grands événements populaires avec beaucoup de drapeaux français lors de la Coupe du Monde ou d'événements sportifs similaires. Mais là, c'était pour une cause, après un deuil, pour une cause politique. C'est historique. Il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait aucun téléphone qui pouvait passer. Il y avait la presse du monde entier. C'était vraiment assez impressionnant de voir autant de drapeaux français, encore une fois, je le rappelle, pour une cause qui n'est pas sportive, qui est une cause nationale. Merci Julien, on vous retrouve un petit peu plus tard et on suivra en direct l'intervention dans cette synagogue donc, de Paris du président François Hollande et de Benyamin Netanyahou. Emmanuel Narchon, il n'y a pas d'incident entre la France et Israël à propos justement de ce qu'aurait dit Benyamin Netanyahou, incitant peut-être les Juifs de France à quitter la France pour Israël? Non. Parce que je crois qu'il y a une compréhension générale de la situation. Si vous voulez, du point de vue d'Israël, évidemment, nous avons vocation à accueillir tous les Juifs du monde entier, y compris les Juifs de France. J'en suis un exemple d'ailleurs, et très fier de l'être. Mais il y a certaines choses peut-être qu'il ne faut pas dire à certains moments ou à certains endroits. Et là, effectivement, de notre côté, du côté israélien, il faut faire un peu attention. Parce qu'effectivement, les Juifs de France sont citoyens français. D'un autre côté, Israël est un foyer et sera un foyer d'ailleurs pour tous les Juifs du monde, qu'ils décident de vivre en Israël ou non. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, mais il faut trouver le juste équilibre entre ces deux paroles. Ouais, ça a été rectifié, à votre avis, Mireille Rossmann, aujourd'hui, là, dans cette visite de Benyamin Netanyahou, pour atténuer peut-être ce que les Français avaient pu comprendre? J'espère, je pense qu'il faut attendre, écouter ce qu'il va dire ce soir, parce que c'est ça que tout le monde attend. J'espère qu'il aura un autre discours que hier soir, parce que... on a vu la solidarité de tout le gouvernement français qui vient là à la victoire et j'espère beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il dit que, comme Emmanuel a dit, que l'État d'Israël c'est le foyer de tous les Juifs du monde. Je suis d'accord, mais c'est leur choix. C'est leur choix et il ne faut pas froisser là. Il faut être... très délicat, il faut faire très attention, il ne faut pas froisser, c'est des temps très délicats, tout le monde est là avec beaucoup de tristesse, de choc. Les gens parfois disent dans des états, ils sont dans des états pas normaux et on dit parfois des choses dans la tristesse, dans la colère, dans cet événement-là. Je pense qu'il faut attendre de voir ce qu'il dit ce soir et là je vous dirai si je rectifie. Bon, alors on l'écoutera dans un instant, justement, les discours prévus aux alentours de 19h heure française, 20h ici en Israël, à la fois donc de François Hollande et de Benyamin Netanyahou. On parlera de la sécurité également dans un instant autour des lieux juifs en France, parce que ça aussi c'est une préoccupation. Aujourd'hui, donc François Hollande a reçu les responsables de la communauté juive en France à l'Élysée. Il est possible que l'armée, par exemple, participe aux opérations de sécurisation des écoles juives notamment. C'est aussi une préoccupation pour Israël, ça. Emmanuel Narchon. Oui, c'est une très très grande préoccupation. D'ailleurs, j'ai participé hier à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et les responsables de la sécurité du côté israélien. Il y a en France plus de 500 centres juifs, alors que ce soit des synagogues, des écoles et d'autres centres encore. Et malheureusement, il faut les protéger. Il faut les protéger parce que les extrémistes sont dans les rues. D'ailleurs, il faut le dire clairement, et malheureusement, c'est pas assez dit en France, ce sont des extrémistes musulmans, ce sont des islamistes, ce ne sont pas... le terrorisme n'est pas un espèce de phénomène qui existe là dans l'air sans nom et sans cause et sans rien du tout. C'est pas du terrorisme, c'est du terrorisme islamiste. Alors, et ce terrorisme est présent en France. Il trouve ses racines d'ailleurs pas dans la Syrie ou l'Irak lointain, mais en France même, dans les banlieues. Des jeunes désaffectés, mal intégrés, etc. Et il faut protéger les Juifs et je crois que l'État d'Israël a aussi une certaine expertise que nous partagerons volontiers avec les autorités françaises. Vous êtes d'accord sur cette vision justement de cet antisémitisme dans les banlieues aujourd'hui qui se manifeste de manière aussi violente? En général, oui, mais je veux dire deux choses parce qu'il y a un personnage qui était aujourd'hui sur les manifestations qu'il ne faut pas oublier, c'est Hassan Chalgoumi. Hassan Chalgoumi est l'imam des Drancy. C'est quelqu'un qui se balade avec 2 gardes-corps. C'est un monsieur que pour la première fois a amené une délégation des imams musulmans de toute la France en Israël qui sont allés à Yad Vashem. Je les ai rencontrés à la résidence de l'ambassadeur. Je parlais avec quelques-uns de eux qui leur vue a complètement changé après cette visite. Même il y a 2 jours, il a dit des mots très fermes. Sa vie est menacée et même on a vu dans la démonstration aussi l'imam de la mosquée de Paris. Il faut faire la part de choses. Après, oui, je pense qu'il faut... je suis très triste qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir besoin de l'armée française et des policiers à garder les synagogues, les écoles, etc. Mais malheureusement, on est là. Vous avez tout à fait d'accord. C'est des islamistes.
extrémiste, c'est un djihad radical que malheureusement, il vise les Français, mais il vise les Juifs. Et en fait, on a vu déjà leur comportement pendant l'été dernier avec toutes les manifestations en France. Oui, il faut protéger la communauté juive, mais il faut aussi voir des gens comme Hassan Chalgoumi, comme d'autres, qui sont là pour... qui ont d'autres vues, qui essayent quand même de changer cette vue-là. Et aussi, je pense qu'il faut, s'il y a une autre leçon que la France doit apprendre au-delà, c'est donner d'autres alternatives aux ces jeunes de banlieue. Et la clé pour moi, c'est l'éducation. Si on commence avec l'éducation de l'âge très bas, et on leur donne d'alternatives. Après, ils ont d'éducation, ils peuvent aller faire des études, ils peuvent avoir des travails, ils peuvent avoir d'autres alternatives que la terreur et que d'aller en Irak et en Syrie. Alors justement, puisqu'on parle de sécurité devant les établissements juifs et notamment les écoles, on est en ligne avec Paul Fitoussi, qui représente l'ensemble du réseau des écoles juives de France. Bonsoir Paul Fitoussi. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Je crois que vous avez aujourd'hui justement eu une réunion entre tous les directeurs de ces écoles juives de France et que vous avez une vraie inquiétude. Effectivement, nous avons réuni un certain nombre de directeurs. Certains ont pu se déplacer, d'autres pas, puisque ça a été une réunion spontanée. On a effectivement une inquiétude puisque nous sentons malheureusement les risques arriver depuis fort longtemps. Je crois qu'il faut rappeler que malgré ce bel élan spontané que connaît la République française aujourd'hui, il y a eu avant Ilan Halimi et l'épisode de Toulouse. Et nous ne sommes pas du tout rassurés. Certaines écoles, vendredi matin, n'étaient pas encore protégées. Donc c'est un vrai problème alors aujourd'hui, on rencontrait les officiels communautaires suite à leur débriefing à l'Élysée. On nous dit que dès demain, il devrait y avoir des mesures complémentaires qui devraient être prises. Dans tout état de cause, on n'a pas accepté aussi qu'on nous demande de fermer des écoles plus tôt, de peur que l'on puisse être attaqué. Soit nous sommes des citoyens français et nous devons être protégés, soit nous en tirerons les conclusions. C'est-à-dire que vous êtes prêt à fermer justement symboliquement ces écoles ? Alors effectivement, nous attendons de voir, puisque nous avons eu des promesses. Non seulement peut-être nous fermerons, mais s'il le faut, nous irons manifester devant le ministère de l'Intérieur et même s'il le faut devant les... Mais Paul Fitoussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites que malgré l'état d'alerte qui a été relevé ces jours-ci, il y a encore des établissements scolaires juifs qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas protégés. Vendredi matin, c'était encore le cas. C'était encore le cas à Pantin, c'était encore le cas à Marseille, c'était encore le cas à Montpellier, c'était encore le cas dans certains établissements du 19e arrondissement de Paris. Ça paraît effectivement assez étonnant. Je vous ferai réagir dans un instant tous les deux là-dessus. Encore un mot avec vous, Paul Fitoussi, pour évoquer justement ce qui s'est passé et donc ce drame de cette semaine à Vincennes. Il semblerait que le terroriste Koulibaly, auteur de l'attentat dans l'hypermarché de Vincennes, l'hypermarché Kasher, ait projeté de s'en prendre à une école juive. Est-ce que vous avez, vous aussi, cette information? Est-ce que c'est quelque chose d'avéré ou pas? Écoutez, on a eu ce type d'information, mais je le prends avec... De toute façon, cela paraît évident aujourd'hui qu'à un moment donné, les terroristes envisagent de s'attaquer une école juive. Je ne crois pas qu'on soit un grand prophète en disant ce genre de choses. Alors ceci étant, nous avons la chance quand même de nous protéger et de mettre en place des systèmes internes de protection, notamment avec le programme des parents protecteurs, un petit peu à la mode israélienne d'ailleurs. Nous avons également des services de sécurité. Nous faisons au maximum de nos possibilités, ce qui fait que nous, grâce à Dieu, nous ne sommes pas toujours en possibilité d'être atteints. Donc les parents doivent être rassurés. Nous faisons le maximum. Mais aujourd'hui, nous voulons plus. Nous voulons plus parce que c'est vraiment très important et qu'on ne peut pas. On ne peut pas laisser faire comme ça et dans le consensus national et au pays des bisounours. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. La protection n'est pas assurée à son maximum. Je suis désolé de le dire, même si j'ai beaucoup de respect pour le gouvernement français qui fait son maximum pour, en tous les cas, dans ses propos. Mais on doit aller au-delà des propos. On doit aller dans les actes. On doit aller dans les actes. Il faut des actes. On veut des actes forts et pas des actes qui soient limités dans le temps. Alors on nous dit qu'il n'y a pas que nous, c'est vrai, mais en attendant, si on a des attentats, appelons un chat, qui ont eu lieu à l'égard de la communauté juive,
Malheureusement, nous sommes en tête de peloton. On oublie déjà qu'au mois de juillet, lorsqu'il y a eu des manifestations durant le 14 juillet, il y a eu des problèmes avec des lieux et des sites juifs. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, il faut aller de l'avant. Vous savez, je fais partie d'une école dans laquelle nous prônons aussi la tolérance. Nous avons des partenariats avec des collèges publics. Nous rencontrons, je vais moi-même dans des cités où personne n'ose aller. Mais à un moment donné, on ne peut pas se contenter uniquement du dialogue. Il faut aller plus loin. Et nous irons là où il faut et comme il se doit. Nous n'hésiterons pas. Nous n'hésiterons plus parce qu'il en va aujourd'hui de la protection de nos enfants. Merci beaucoup Paul Fitoussi pour ce témoignage en direct. Je rappelle que vous êtes donc représentant du réseau des écoles juives de France, Manuel Narchon, qui envisage donc peut-être de fermer symboliquement leurs portes. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Écoutez, le jour important, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le 11 janvier. Le jour important, c'est le 12 janvier. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que maintenant, tout le monde est d'accord, c'est l'euphorie, on partage tous les mêmes valeurs. Mais qu'est-ce qui va changer? Comment va agir la France à partir de demain? C'est ça la grande question. Et pour vous dire très honnêtement, je ne connais pas la réponse. Parce qu'on a vu le changement radical qui a eu lieu aux États-Unis, qui a eu lieu en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans d'autres pays encore, suite aux attentats du 11 septembre. Est-ce que la France réagira de même? Est-ce que la France comprendra qu'il y a un ennemi larvé qui vit en son sein et qu'il faut absolument s'en occuper? Alors il faut s'en occuper, vous avez tout à fait raison, par le biais de l'éducation, de l'intégration, mais aussi par d'autres moyens. Et la communauté juive ne paiera pas le prix de l'impuissance de la France. On ne verra plus d'enfants juifs en France souffrant et ayant peur. On a déjà vécu ça une fois en France. La France a trahi une fois les enfants juifs. Ça n'arrivera plus. Haussmann. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel parce que si vous pensez, ce week-end, c'est la première fois qu'on a fermé les portes des synagogues depuis 1943. On n'a pas fermé les portes des synagogues depuis 1943 et cela dire beaucoup de choses. Je suis d'accord avec Emmanuel parce que moi je me demande qu'est-ce que la France va faire demain, comment elle va réagir. Et c'est là qu'il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Tous les chefs des États sont là-bas. Tous les télévisions et les journaux de tout le monde visent la France. Comme a dit François Hollande aujourd'hui, la France, la capitale du monde, entre guillemets. Mais moi, je veux voir deux choses. Je veux voir comment il réagit par rapport vraiment à la communauté juive, entre autres, et les écoles et tout vont dedans, et comment il la protège, et deuxièmement, comment il réagit par rapport à toute cette menace, à toute cette islam radical. Est-ce que je veux qu'ils se réveillent? Je veux voir vraiment demain matin qu'ils se sont réveillés, qu'ils ont compris qu'ils ont un problème et qu'ils vont faire quelque chose. Voilà, on a toujours évidemment en incrustation le direct de Paris et on attend l'arrivée d'un instant à l'autre de François Hollande et de Benyamin Netanyahou à la grande synagogue de Paris de la rue de la Victoire. Et on va aussi revenir sur ce qui s'est passé en images aujourd'hui, ce rassemblement donc sans précédent, peut-être plus d'1,5 million de personnes dans les rues de Paris pour rendre hommage aux 17 victimes du terrorisme, mais aussi défendre les valeurs de liberté et de la République face donc à l'islamisme radical. Leslie Rezoug. La foule à perte de vue. Sur ces images impressionnantes, ils sont des centaines de milliers à rallier la place de la République. Dès le début de la matinée, avant même le départ officiel du cortège à 15h, la place est déjà noire de monde. Et dans les rues de Paris bloquées à la circulation, les manifestants continuent à affluer régulièrement pour un hommage solennel aux 17 victimes des attentats de ces derniers jours. Un rassemblement historique à la ferveur palpable. Au grand moment de silence se succèdent des chants tout l'après-midi. « Je suis juif, je suis flic, je suis Charlie », scande la foule massée autour de la statue de la République. Qu'ils brandissent des pancartes ou des stylos, tous n'ont qu'un seul mot d'ordre, défendre toutes les libertés. Informer, c'est du courage et on s'aperçoit dans ces moments-là qu'informer, c'est pas simplement une facilité, un confort, une aisance sympathique dans une démocratie un peu douce, c'est aussi un acte de courage, un acte de volonté et c'est ce témoignage-là qu'on veut apporter aujourd'hui. Juchés sur la statue, certains agitent des drapeaux français, mais aussi algériens, libanais et israéliens, car l'exceptionnelle mobilisation dépasse largement les frontières. Tous les journalistes qui sont réprimés et au Gabon et à travers le monde, ce sont des Charlie. Et ce rassemblement exceptionnel de près d'1,5 million de personnes entraîne des effets. Impossible bientôt de circuler sur les 3 kilomètres qui séparent la place de la République à la Nation. Tous les grands axes sont bloqués.
Le défilé se mue bientôt en un rassemblement statique, une véritable communion nationale essentielle pour beaucoup, notamment pour les responsables religieux. Nous sommes tous unis, nous sommes tous ensemble face à la barbarie. Nous sommes tous touchés, terrifiés, tristes. Et au même temps, on condamne. Et au même temps aussi, on dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'islam ici barbare. L'islam de France, il est ancré dans les valeurs de la République. Il respecte la vie humaine. Alors que plus de 2500 policiers, snipers et forces de l'ordre ont été mobilisés afin de prévenir tout risque d'autres attaques, les manifestants comptent bien envoyer un message clair en ce jour historique. Ils sont plus unis que jamais pour lutter envers et contre tout, contre le terrorisme. Voilà, un rassemblement qui n'est donc toujours pas terminé à l'heure actuelle, puisque certains n'ont toujours pas réussi à rallier la destination finale de cette manifestation, compte tenu, encore une fois, de la participation sans précédent à cette manifestation. Aucun chiffre précis ne peut être fourni ce soir, indique le ministère de l'Intérieur en France. On ira dans un instant, on vous l'a dit, à la synagogue, la grande synagogue de Paris, où Benjamin Netanyahou et François Hollande sont attendus pour une intervention donc liée évidemment à cette journée. Nous rejoint dans ce studio Nissim Zvili. Bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France. On est toujours avec Miri Rossmann et Emmanuel Narshon. Un mot, Nissim Zvili, sur cette journée, sur cette mobilisation. Est-ce que ça sert à quelque chose, à votre avis, ou est-ce que c'est uniquement, finalement, le moyen de s'extasier un moment et puis après? Je crois que c'était une manifestation très impressionnante de solidarité de la communauté internationale, du peuple français. Et surtout, ce qui a frappé surtout, c'est de voir les chefs musulmans, les grands imams de France qui sont venus et dire très clairement l'islam, c'est pas le djihadisme. Le djihadisme, c'est pas l'islam. Mais le problème, c'est que c'est pas leur voix qu'on est en train d'entendre dans la communauté, partout dans le monde. C'est la voix des extrémistes, c'est la voix des violents, c'est la voix qui n'a aucune limite et aucune frontière. C'est la voix des personnes qui se sont complètement déshumanisées. Et quand on voit cette voix, on ne fait pas cette différence, malgré ce qui a été très frappant, c'est que dans toutes les manifestations des Français, tout s'est passé dans une dignité et un calme. J'essaie d'imaginer ce qui se serait passé en Israël avec des manifestations pareilles. On aurait entendu partout morts aux Arabes et tout ça, mais là-bas, un calme et une dignité qui est vraiment quelque chose de très impressionnant dans la conduite des Français comme réaction à ce qui s'est passé. C'était vraiment très douloureux. Ce qui a frappé, c'est pas l'absence, mais presque l'absence des États-Unis. C'est étonnant. Représenté par le ministre de la Justice, et Barack Obama, qui n'est pas venu, ce qui lui est reproché par plusieurs médias américains. Non, je crois, oui, c'était inconcevable. Ça veut dire, dans une manifestation pareille du monde libre qui décide, qui ne décide pas encore, mais qui fait acte, qui prend un acte de volonté de lutter, de déraciner ce phénomène de la société démocratique. Au moins, le vice-président devrait être présent, et la présence des États-Unis manquait énormément. Mais malgré ça, je crois qu'en fin de compte, ça va être, je dirais, on sera capable de mesurer la magnitude de cette manifestation et sa puissance. Si quelque chose va se passer, ça veut dire qu'il va y avoir des décisions opérationnelles de créer un réseau international de la lutte. Il y a un manque de changement d'information, il y a un manque d'approfondissement dans l'analyse de ce sujet. Je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qui nécessite un changement très profond. Alors, on va retourner un instant rue de la Victoire à Paris, parce que devant la synagogue, vous le voyez, le président François Hollande est là, accompagné d'ailleurs du Premier ministre Manuel Valls. Julien Baloul, vous êtes sur place, c'est à vous. Bonsoir Jean-Charles, d'une seconde à l'autre, je crois que le cortège de Benjamin Netanyahou arrive derrière moi. Je vais me pousser pour vous laisser assister à l'arrivée du Premier ministre israélien à la grande synagogue de la Victoire. Arrivée d'abord, vous voyez, des forces de sécurité, première voiture, après des scooters, deuxième, troisième voiture, visiblement importante force de sécurité, évidemment pour le Premier ministre israélien. Une voiture s'arrête, les agents de sécurité visiblement israéliens sont sortis. L'ambassadeur d'Israël est présent, il est arrivé, il se met devant la voiture visiblement du Premier ministre israélien. Yossi Gal donc est arrivé, accueilli par le président François Hollande, vous le voyez, François Hollande qui accueille l'ambassadeur d'Israël en France, et dans quelques secondes je vois Netanyahou dans sa voiture, Netanyahou qui s'apprête à sortir de sa voiture, je l'aperçois dans sa voiture sur le siège arrière, je pense que vous le voyez, il est à côté il a ses feuilles de son discours à côté de son conseiller.
Il devrait donc sortir d'une seconde à l'autre. Voilà, ça y est, il sort de la voiture, Jean-Charles. Vous voyez l'arrivée du Premier ministre Benjamin Netanyahou, accueilli par François Hollande, à côté de l'ambassadeur d'Israël en France. Benjamin Netanyahou est arrivé à la grande synagogue de la Victoire pour l'office à la mémoire des victimes juives des attentats de ces derniers jours, notamment du massacre à l'Hypercacher, où je vous rappelle que 4 personnes ont perdu la vie. Le Premier ministre Netanyahou monte les marches et entre dans la synagogue de la Victoire. Il est à l'intérieur. Voilà, Jean-Charles, vous avez suivi en direct sur notre antenne l'arrivée de Benjamin Netanyahou dans la synagogue de la Victoire. Merci Julien Baloul, on le voit effectivement échanger avec François Hollande et donc on ira dans un instant à l'intérieur écouter les interventions des deux hommes. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez parce que c'est vrai que ça mérite quand même d'être noté, Nissim Zvili, l'absence de Barack Obama ou de John Kerry à cette journée, alors que les Américains annoncent aujourd'hui qu'ils vont organiser un grand sommet contre le terrorisme. Ce sera le 18 février prochain à Washington. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Narchon, ni Barack Obama ni John Kerry n'ont jugé utile de venir aujourd'hui? Non, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous dire quelles sont les raisons des Américains, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les États-Unis sont à la pointe de la lutte contre ce terrorisme islamique et donc il est absolument certain qu'ils feront partie aussi, disons, de cette réflexion et je l'espère aussi de ce changement qui aura lieu. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Manuel. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. Peut-être des raisons de sécurité pour le président Obama, mais comme Nissim a dit, au moins John Kerry ou au moins le vice-président aurait pu être là, devait être plutôt dire là. Mais je pense que cette réunion de 18 février est très importante parce que ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Il faut qu'ils se réunissent tous les pays ensemble pour lutter contre ces islams radicalistes et contre ces djihadistes, trouver un plan et échanger de points de vue de sécurité, échanger des points de vue de leurs jeunes de chaque pays qui vont là-bas et faire que quelque chose sort de cette tragédie. C'est ça que je pense. Ouais, il y a aujourd'hui des échanges concrets de renseignements concernant cette menace djihadiste aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des échanges qui ont lieu à deux niveaux. C'est-à-dire tout d'abord au niveau concret, je dirais tactique. C'est-à-dire sur des personnes particulières, notamment des Européens qui vont en Syrie et en Irak. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais il y a un autre niveau qui me paraît encore plus important, c'est le niveau idéologique. Qu'est-ce qui rend cet islamisme radical tellement attirant? Parce que c'est une idéologie dramatiquement meurtrière. Je crois que d'ailleurs c'est l'idéologie la plus dangereuse que le monde ait connue depuis le nazisme. C'est une idéologie totale et totalitaire qui attire des jeunes du monde entier. Et il faut aussi réfléchir à cet aspect-là. Donc pas seulement à l'aspect pratique, mais aussi à l'aspect de l'idéologie et comment faire pour lutter contre cette idéologie. Ouais, Nissim Zvili. Je crains qu'il y ait un problème de base. Je crois que les Américains et l'Europe ne partagent pas exactement la même analyse sur ce qui se passe dans le mouvement djihadiste. Ça veut dire que les Américains, ils sont beaucoup plus, je dirais, ciblés. Ils connaissent beaucoup mieux que les Européens les organisations de djihadistes qui existent. Et je crois que si on veut faire preuve maintenant, si l'Europe et les États-Unis veulent faire preuve de sérieux dans la lutte, il faut commencer par Daesh. Parce que Daesh, encore, c'est un petit mouvement qui est dans des frontières limitées. Et à la place d'envoyer de l'armée de l'air 2 fois ou 3 fois ou 4 fois par semaine, il faut mobiliser toutes les forces capables pour essayer d'éradiquer la branche armée du Daesh, de la Syrie et de l'Irak, tant que c'est possible. Je ne parle pas de l'idéologie. L'idéologie, Emmanuel a complètement raison, c'est une idéologie qui est presque impossible à éradiquer. Mais si on va les affaiblir au niveau militaire, ils n'auront plus ces victoires éclatantes qu'ils ont eues jusqu'à présent. Ils seront obligés de se concentrer sur leur existence, se protéger. Ils ne pourront plus préparer des attentats comme ceux qui se sont passés à Paris la semaine dernière. Je crains qu'ici, il doit y avoir un intérêt commun, pas seulement entre les États-Unis et l'Europe, mais je crois que presque toute la communauté internationale inclut la Russie. Inclut la Russie, ils commencent à identifier... Qui était présente aujourd'hui, la Russie, avec son ministre des Affaires étrangères. Non, je dis qu'ils ont déjà identifié le vrai danger. Les Russes, ils l'ont fait déjà depuis très longtemps. Ça veut dire qu'eux, ils connaissent exactement ce sujet. Aujourd'hui, l'Europe doit commencer à penser, à réfléchir différemment et de faire face à ce nouveau danger que jusqu'à présent, il n'a pas été complètement négligé.
mais il n'était pas au top priorité ni du gouvernement français, ni de l'Allemagne, de l'Angleterre un peu plus pendant les dernières années. Et tout ça, en hébreu, on dit qu'il faut changer le disquette. Mais c'est pas seulement changer le disquette, c'est d'organiser d'une façon différente. Vous savez, des fois, j'ai l'impression qu'on continue en France à chercher les imams dans les mosquées. Ces mouvements terroristes, ces noyaux terroristes, ils ne sont plus dans les mosquées. Ils ont compris que toutes les mosquées sont suivies déjà par les services de renseignement français. Ils ont aujourd'hui d'autres voies dans lesquelles ils peuvent opérer. Ils sont devenus souterrains. Ils sont dirigés par des réseaux internationaux, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, que je me rappelle quand il y avait énormément d'actes d'antisémites. Dans la deuxième intifada, il y avait une coopération très étroite avec les services de sécurité israéliens pour voir comment on déniche mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène complètement différent qui est dirigé par des réseaux internationaux, qui est motivé par une idéologie beaucoup plus violente que les actes d'antisémitisme des années 2000 ou 2005. C'est pour ça que c'était un changement de base qui doit se passer. Et c'est pas facile dans la Constitution française. Dans le cadre de la Constitution française, c'est pas facile. Il devra y avoir des nouvelles lois qui devront passer au Parlement ou à l'Assemblée nationale pour permettre aux services de sécurité d'utiliser tous les outils qu'ils ont pour lutter. Ils sont capables de le faire, je peux vous le dire. Je connais bien les services de sécurité français. Ils sont capables de lutter contre ce phénomène. Il faut leur donner les outils nécessaires. Ouais. Alors, on assiste en même temps, pendant qu'on discute ici, à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de cette grande synagogue de Paris. Et vous voyez qu'il y a une bousculade quand même assez conséquente. On a vu François Hollande et Benjamin Netanyahu avoir énormément de mal à se mouvoir au milieu donc, de toute l'assistance. Et bon, théoriquement, des discours sont prévus, mais il y a déjà beaucoup de retard. On va voir comment tout cela se poursuit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de monde, évidemment. Alors, on a dit aussi, mais je vous le demande à vous, Samir Hosman, parce que c'est peut-être plus délicat pour Emmanuel Narchon, on a dit aussi qu'il y avait peut-être une partie de la campagne électorale israélienne qui se déplaçait à Paris aujourd'hui. On a vu Benjamin Netanyahu faire des grands signes là en entrant dans cette synagogue. C'est un peu le cas? Il ne doit pas faire beaucoup d'efforts pour convaincre les Français. Je pense que le saga a commencé déjà hier, parce qu'au départ, il a dit qu'il n'y va pas à Paris. Et dès que M. Lieberman a dit qu'il part, alors tout de suite, M. Netanyahu est parti aussi. Et je pense qu'il faut faire corriger quelque chose, parce que M. Bennett devait être là. De toute façon, il y a un grand foire qui était prévu de l'agence juive aujourd'hui. Oui, il y avait un salon de l'Aliyah. De l'Aliyah. Et il devait être là de toute façon. Parce qu'on a mis tous les trois qui sont partis. Et Elisha est là comme représentant de la Knesset. Bien évidemment, on est en plein... Elisha, on a dit qu'il est là. On a dit. Moi, il est là. qu'il est là. On a dit qu'il est là comme représentant de la Knesset. Après, c'est ça que j'ai écouté sur les nouvelles. Je sais pas, je peux pas dire plus. C'est ça que j'ai écouté. Mais je pense que d'abord, n'importe pour quelle raison, M. Netanyahu est là-bas. C'est très important qu'il est là-bas. Je pense que le Premier ministre de l'État d'Israël devait être dans ce cortège. Et je suis contente pour n'importe quelle raison qu'il est là-bas. Bien évidemment, on est en plein élection en Israël, bien évidemment que tout cela... Il aurait pu le faire différemment. Voilà, je suis d'accord avec vous. Il aurait pu composer une délégation officielle de toutes les parties de la Knesset avec l'opposition et tout ça. On pouvait le faire différemment. Mais si on va relever le volet politique, on pourra discuter un peu plus tard, parce qu'il a un très grand problème en ce qu'il présente à l'extérieur et ce qu'il va présenter en Israël. Et je veux dire un très grave problème. Et une dernière chose, je pense que le président Rivlin, il aurait dû inviter le président Rivlin de venir avec lui. Et peut-être c'est même le président Rivlin qui devait être là-bas, parce que c'est lui, pour le moment, à mes yeux, qui représente l'État d'Israël. Alors, je voudrais qu'on ait juste un mot en direct justement de la synagogue. À l'intérieur de cette synagogue, vous voyez qu'il y a une bousculade quand même très très conséquente liée à l'affluence. Et bien que Daniel Haïk, qui est l'un de nos envoyés spéciaux et qui est sur place, bonsoir Daniel, nous dise un petit peu ce qui se passe là. Oui, effectivement, nous sommes donc dans l'enceinte de la grande synagogue de la Victoire, alors que le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahu, est entré après l'entrée du Premier ministre français Manuel Valls et de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y a énormément de personnalités ici pour cette cérémonie. Il y a énormément
de personnalités ici venues de tous bords pour honorer la mémoire des victimes des attentats de ces derniers jours. Et la cérémonie doit commencer d'un instant à l'autre, mais il y a énormément de monde, comme vous pouvez peut-être le constater sur les images, dans la grande synagogue de la Victoire, il y a énormément de monde, de nombreuses personnalités. J'ai aperçu il y a plusieurs ministres du gouvernement israélien qui se sont déplacés. Avigdor Lieberman, Naftali Bennett est présent, l'ancien ministre Eli Yishai, il y a de nombreux responsables bien entendu de la communauté juive, plusieurs ministres français et députés français qui sont ici présents. La cérémonie devrait commencer dans quelques instants. Je voudrais peut-être donner la parole quelques secondes à notre ami Arié Ben-Semoun, qui est président de la communauté de Toulouse et qui, bien entendu, dans ce genre de circonstances, presque 3 ans après la tragédie de Toulouse, a des sentiments tout à fait particuliers. Qu'est-ce que vous ressentez, Arié Ben-Semoun, ce soir? Daniel, nous venons de vivre un grand moment puisque la France est debout. Nous sommes aujourd'hui tous des Charlies, nous sommes tous des Juifs, nous sommes tous des flics, comme cela a été dit pendant toute la manifestation. Plus d'1,5 million de personnes qui sont mobilisées pour dire leur volonté d'une plus grande sécurité, une lutte véritable contre le terrorisme. 3 ans pratiquement après les meurtres de Toulouse, où nous n'avions hélas pas eu une telle mobilisation, à la fois nous sommes replongés dans cette tragédie, mais en même temps nous sommes d'une certaine manière rassérénés de voir que enfin la France s'est levée pour dire non à l'islamisme, pour dire non au terrorisme. Merci Arié Ben-Semoun. Je dois préciser qu'entre-temps, le président français François Hollande est arrivé sur place. Il est assis à côté du Premier ministre Benyamin Netanyahou, et à ses côtés également le Premier ministre français Manuel Valls. Dans quelques instants, la cérémonie devrait débuter. Et même s'il y a beaucoup de monde, on ressent une ferveur et une sorte d'émotion profonde qui jaillit de cette synagogue ce soir, en présence de plusieurs milliers de Juifs de France qui sont venus, de personnalités qui sont venues ici honorer la mémoire des victimes des attentats terroristes de ces derniers jours. Une cérémonie qui, d'une certaine manière, conclut une journée particulière, une journée historique qu'a vécue la France, que nous avons fait partager au cours de cette journée, donc ici à Paris. Merci Daniel Haïk, évidemment on vous laisse suivre cette cérémonie. On ira tout à l'heure pour suivre les discours, mais on regarde évidemment l'image à l'écran pour évidemment voir ce qui est en train de se passer. Emmanuel Narchon, on a vu donc effectivement beaucoup de dignité aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la manière dont il fallait lutter contre ces djihadistes qui sont en Europe maintenant et en France notamment. Est-ce qu'à votre avis, ça passe nécessairement par un durcissement peut-être de la loi existante? On a vu par exemple que dans les prisons françaises, eh bien c'est souvent là que s'opère cette radicalisation. Est-ce que la France doit impérativement durcir sa loi ? Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que ça passe aussi par des mesures légales, par des mesures assez strictes. Et il ne s'agit pas maintenant de lutter contre un phénomène qui vient de bourgeonner ou qui vient de naître. C'est un phénomène existant qui, en fait, où on voit des dizaines de milliers de jeunes qui sont sous l'emprise de cette idéologie. Donc il faut absolument faire quelque chose de concret. On peut effectivement faire des plans aussi pour l'avenir, dans tout ce qui est éducation, intégration, trouver un métier, etc. Mais il faut donner une réponse immédiate, parce que le sentiment d'urgence, il est là. Et le sentiment d'urgence ne tolérera pas une attente prolongée de plusieurs mois ou de plusieurs années. Je crois qu'il faut donner à la communauté juive de France, il faut donner aux Français d'ailleurs, aux journalistes français et aux Français en général, le sentiment qu'il y a quelque chose qui va changer, parce que le danger est là. On l'a vu lors du match France-Algérie, on l'a vu lors des émeutes dans les banlieues. En fait, c'est un phénomène qui existe depuis des années. La France s'est voilée la face. Il y a aussi des considérations électorales internes. Il faut dire que 600 000 juifs face à 6 millions plus de musulmans, c'est aussi une considération électorale qui est prise en compte par la France, par le gouvernement français. C'est certainement légitime, mais la France s'est voilée la face pendant très longtemps, et le moment de crise, la fièvre, si vous voulez, de cette maladie qui larvait, qui était là depuis des années, la fièvre est en train d'éclore maintenant, et c'est maintenant qu'il faut agir. Monsieur Mzili ? Je crois qu'Emmanuel a raison, mais ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que pour prendre des décisions stratégiques de lutte antiterroriste, ça prend des années. D'abord, il faut prendre les bonnes décisions. Deuxièmement, il faut être sûr que tu es soutenu par les lois françaises. Troisièmement, il faut utiliser des moyens qui ne sont pas toujours
dans l'accord général. Ça ne va pas être facile pour la France de lutter contre ce phénomène, mais n'a pas le choix, parce que le prochain attentat est déjà en route. Ça veut dire que personne ne vit dans l'illusion que ce qui s'est passé, et peut-être pas à Paris, peut-être dans une autre capitale européenne. C'est pour ça que je dis ce qui est le plus important, c'est l'élément d'une coordination et coopération beaucoup plus étroite entre tous les services de renseignement et de sécurité. Parce que l'échec de la France contre cet attentat, ce n'était pas au niveau opérationnel, c'était au niveau des renseignements. C'est ça, ça veut dire ce qu'il manque dans cette chaîne, c'est un chaînon qui est très important. On le connaît en Israël, qui est fait par le Shabak. Et les services de renseignement français, c'est vrai que c'est une ampleur, c'est beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus éparpillé dans toute la France. Il y a plusieurs villes dans lesquelles il y a, je sais pas, je me rappelle plus, on a dit des dizaines de quartiers musulmans dans lesquels la police française ne rentre pas du tout. Tout ça, c'est des éléments qui permettent une liberté d'action de ces groupes terroristes presque illimitée. Et maintenant, pour rendre tout ça dans l'ordre, et vous avez vu la différence dans l'approche qui a été présentée par François Hollande dans son discours et celle par Nicolas Sarkozy. Sarkozy, il était directement, la France est en guerre. François Hollande, il était un peu plus républicain. Mais parce que le but de Sarkozy, c'est Marine Le Pen, c'est pas la gauche française. Ça veut dire qu'il y aura un débat. Est-ce qu'il faut nommer vraiment les choses et dire c'est une guerre qui est menée contre l'islam radical, ou est-ce qu'il faut être plus précautionneux Je dirais que c'est entre les deux. D'abord, il faut déclarer une guerre contre le djihadisme en Europe et dans le monde entier. Il faut la déclarer, il faut reconnaître que c'est une guerre. Parce que quand tu es en état de guerre, tu utilises des moyens différents. Que quand tu es convaincu, comme l'a dit Emmanuel a dit, OK, on a une génération pour essayer, par un système éducationnel, d'améliorer l'intégration de 7 ou 8 millions de musulmans qui vivent en France. Mais aujourd'hui, la révolte, ce n'est pas celle des parents. C'est la révolte de la troisième génération. La troisième génération et la quatrième. Ceux qui sont nés en France, qui vivent dans la pauvreté, qui ne sont pas sortis de leur ghetto, qui ont été sous l'emprise des extrémistes. Et aujourd'hui, c'est eux qui se révoltent. Et c'est pour ça, il y a une partie d'entre eux ne parlent même pas le français et ne veulent pas parler le français. Ça veut dire qu'il faut comprendre le profondeur du problème. Et c'est pour ça que la solution ne sera pas facile, mais il faut commencer, il faut débuter. Et s'il n'y aura pas cette prise de conscience en France aujourd'hui, je crains qu'il risque de passer des périodes très difficiles. Hélène Haussmann ? Je suis tout à fait d'accord avec Manuel et Nissim, et on voit ça d'ailleurs avec ce qui s'est passé avec ces 3 terroristes. On savait, en 2008, un des frères et l'autre s'est rencontrés aux prisons, il y avait des renseignements, mais parce qu'il n'y a pas de loi en France, on ne pouvait pas les suivre parce qu'on a la liberté, etc. Il était en prison, il a servi, il n'a rien fait du mal. Et je pense qu'il faut faire plusieurs choses. Il faut d'abord faire quelque chose par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par des lois vraiment pour, comme Nissim dit, donner la possibilité aux services de sécurité et de renseignement français de pouvoir agir avant et pas après. Et en même temps, préparer un programme d'intégration et d'éducation. Ça ne sera pas demain matin. Tous les deux et tous ces processus prendra de temps. Mais il faut commencer, et il fallait commencer hier, mais il vaut mieux qu'on commence demain, parce qu'on est déjà à la... C'est un peu trop tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Alors, pendant que cette cérémonie se poursuit à la synagogue de Paris et qu'on attend les discours de François Hollande et de Benyamin Netanyahou, encore un instant, Emmanuel Narchon, pour justement évoquer ce danger, la manière dont on se prémunit de ce type de risque. Est-ce que Israël, justement, a des enseignements et peut en faire profiter des pays comme la France, ou est-ce que ce sont 2 situations différentes ? Bon, ce sont 2 situations différentes, évidemment, mais je crois que nous avons accumulé quand même beaucoup d'expérience ici en Israël face à différents aspects du problème et de la question, et je crois qu'il y a certainement des choses à enseigner, ne serait-ce que d'ailleurs tout ce qui concerne l'intégration, parce que quand même en Israël, il ne faut pas l'oublier, nous avons intégré énormément de gens, alors évidemment des gens qui sont venus ici volontairement et qui ont souhaité être intégrés, mais on est quand même pas mauvais dans ce domaine, et je crois qu'il y a aussi des choses où la France ferait bien un peu d'apprendre d'Israël. Maintenant, pour ce qui est de
de la lutte contre le terrorisme, évidemment. Évidemment, nous faisons face à ce phénomène. Alors on a beau dire que c'est un phénomène qui est purement israélo-palestinien, qui n'a absolument rien à voir avec le phénomène général, mais je crois que les dernières années ont démontré que c'est absolument pas le cas. Une partie du phénomène auquel nous faisons face, c'est justement ce terrorisme djihadiste international, et il faut le dire de la manière la plus claire possible. Alors je ne dis pas que Hamas et l'État islamique c'est la même chose, mais ils ne sont pas frères si vous voulez, mais ils sont cousins. Et donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer aussi de la manière dont Israël traite le problème. Bon, encore une fois, je dirais que c'est pas la même chose, parce que chez nous, je crois qu'on peut entrevoir une solution politique. Ça veut dire que comparer le Hamas avec le Daesh, c'est pas la façon des choses qui est perçue par l'opinion publique française ou l'opinion publique européenne, ou par les hommes politiques européens ou américains ou dans la communauté internationale. On voit le conflit entre nous et le Hamas, une partie du Fatah, on voit ça comme un conflit politique, que les groupes terroristes s'organisent dans le cadre d'un conflit politique. En France, c'est complètement différent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les mêmes moyens pour lutter contre ce phénomène. Parce qu'en fin de compte, on lutte contre la violence. Quand tu luttes contre la violence, tu dois être prêt à utiliser des moyens que tu n'aimes pas utiliser sur le jour. Et surtout, la société française, je dirais, elle est beaucoup plus consciente des éléments d'utilisation de force. Si on prend rien que, par exemple, cet attentat, ok ? On nous a raconté, le jour de l'attentat, que le couple de frères ont été découverts grâce à un porte-monnaie qui était tombé. Avec les cartes d'identité dedans. Alors, j'ai parlé avec un grand journaliste français. On n'est pas sûr de ça. Et si on n'est pas sûr de ça, ça veut dire qu'il y avait une suite quelconque après ce groupe terroriste et que il n'y a pas eu d'intervention directe. Et quand ils ont intervenu, ça leur a pris 2 heures pour identifier qui c'est. Et si ça n'était pas fait par une pièce d'identité, ça veut dire qu'ils savaient qu'il y avait un coup qui se préparait. Il y avait des informations qu'ils ont reçues de réseaux pas européens. Ils savaient qu'ils n'étaient pas permis d'entrer aux États-Unis. Ils les avaient suivis. Ça veut dire que ici on voit, c'est un exemple. Comment, avec pas une volonté, une détermination, et avec les outils nécessaires, les services de renseignement français peuvent faire un travail bien meilleur que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Je voudrais qu'on parle d'une image aussi qui a marqué cette journée, puisqu'on parlait justement de la comparaison entre ce qui se passe en Europe et puis ici entre Israéliens et Palestiniens. C'est Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou qui n'ont pas été aussi proches depuis très longtemps aujourd'hui. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre dans la manifestation. Oui, tout à fait. C'est une image sympathique. Alors c'est une image sympathique et on a observé. Il a fait un peu de forcing pour arriver. Oui, mais on a observé aussi M. Netanyahou pas loin du président du Mali. Chose que c'est une image à côté. C'est une image que j'ai trouvée très intéressante d'ailleurs parce que le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec Israël, mais on voit quand même que cette union autour de valeurs communes quand même amène les gens ensemble et c'est pas une mauvaise chose. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant, Myriam Haussmann. Cette journée finalement rapproche aussi les chefs d'État. Oui, parce que le président de Mali à côté de M. Netanyahou en pensant qu'un des terroristes est d'origine de Mali, ça fait un peu... Même s'il est né en France et qu'il n'avait, semble-t-il, pas de passeport malien. Lui s'est revendiqué du Mali, mais apparemment le Mali a fait savoir qu'il Lui s'est revendiqué aujourd'hui de Daesh parce qu'on a vu le film qui Alors, est on en parlera tout à l'heure. D'accord, on a vu qu'il s'est remarqué de Daesh. On a vu le président Abbas, on a vu le roi de Jordanie. Oui, peut-être que si Netanyahou et Abbas arrivaient à parler, on ne sait pas, on saura peut-être demain s'ils ont arrivé d'échanger quelques mots, ou peut-être par cette... Regarde où se trouve Netanyahou. Attends, après, ils étaient tous à l'Élysée. Ils étaient tous à l'Élysée avant et après. Laisse-moi être optimiste un petit peu. Ils étaient à l'Élysée avant et après. Hollande aurait dû initier un point de main entre Mahmoud Abbas, le roi de Jordanie, et Bibi Netanyahou. Peut-être il a fait à l'Élysée, on ne sait pas. Peut-être. Bon, en tout cas, ça restera une des images fortes de cette journée également. Merci à tous les trois. Merci Nissim Zvili, merci Myriam Haussmann, merci Emmanuel Narchon. On va vous libérer dans un instant les discours à la synagogue de la Victoire. On va retrouver d'ailleurs Julien Maloul qui est sur place pour avoir avec lui les dernières informations sur ce qui est en train de se passer. Comment se déroule cette cérémonie, Julien ?
Oui, comme vous le voyez, Jean-Charles, nous ne sommes plus à l'extérieur de la synagogue, mais dans la synagogue, dans le hall plus précisément, juste derrière moi. Vous le voyez peut-être dans le frame, l'office est en cours. Nous nous sommes, par respect envers l'office, mis à l'intérieur, à l'entrée de la salle de prière pour ne pas déranger les officiants et les fidèles qui sont venus se recueillir. Beaucoup de monde, la synagogue est pleine à craquer. La plupart des caméras sont contenues à l'extérieur de la synagogue. Les journalistes étrangers notamment et français font leur direct à l'extérieur de la chaîne. On a pu malgré tout entrer pour vous montrer des images exceptionnelles de ce qui est en train de se passer avec, vous l'avez vu, la quasi-totalité du gouvernement français qui est présent ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Julien, un mot sur ce qui va se passer en fait. On attend des discours, hein, c'est ça, de François Hollande et de Benjamin Netanyahu? Écoutez, à l'heure actuelle, en tout cas, au moment où j'ai commencé ce direct, c'était essentiellement, de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air d'être encore des prières. Il y avait des psaumes qui étaient lus lorsque nous sommes entrés. C'était surtout des prières. Nous en sommes encore au moment recueillement. Le moment politique interviendra d'une seconde à l'autre où les premiers discours des officiels arrivera. Julien, encore un mot, parce qu'au moment où vous nous parlez, il y a toujours un monde fou, hein, on l'a constaté, on a encore vu des images il y a quelques instants, quelques peut-être centaines de mètres de vous, de ce rassemblement d'aujourd'hui qui a donc eu lieu entre République et Nation. Alors j'ai du mal à vous dire ce qui se passe exactement entre la République et la Nation parce que nous sommes ici concentrés sur ce qui est en train de se passer, mais il est fort à parier qu'il y a encore beaucoup de monde dans les rues. Alors ce que nous sommes partis, c'était une marée humaine et nous sommes partis il n'y a pas très longtemps. C'était une marée humaine de personnes, donc il doit y avoir encore beaucoup de monde qui se recueille dans les rues de Paris. Merci Julien Baloul. On surveille hein, évidemment avec vous ce qui se passe donc dans la synagogue, la grande synagogue de Paris, et on retransmettra en direct les discours de François Hollande et de Benjamin Netanyahou dans un instant. On accueille de nouveaux invités dans ce studio. Avi Pazner qui est là. Bonsoir Avi, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'être là. Jacques Neria, notre expert pour les questions militaires et de sécurité, et Maxime Pérez également, journaliste spécialisé dans ces questions de sécurité. Bonsoir Maxime. Alors on va parler avec vous dans un instant, et peut-être même tout de suite, si on peut le faire avant les discours d'officiels, des derniers développements de l'enquête concernant notamment Koulibaly, hein, le terroriste, l'un des 3 terroristes et notamment l'auteur de l'acte visant le supermarché Kasher de Vincennes, parce qu'il y a des développements très intéressants aujourd'hui. On en dira un mot avec vous. Mais d'abord, Avi Pazner, un mot sur cette journée, sur cette mobilisation. Est-ce que c'est une leçon donnée aujourd'hui par la France après ce qui s'est passé cette semaine de tragédie? Vous savez, Jean-Charles, j'ai pensé que c'est seulement en France qu'une telle manifestation est possible. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai vu beaucoup de manifestations, j'ai vu beaucoup d'événements. Je n'ai jamais vu une manifestation de 1 ou 2 millions de gens avec 40 chefs d'État à leur tête. C'est du jamais vu, c'est sans précédent. Ça devrait avoir un effet choc sur l'opinion publique. Comme par exemple la dernière fois qu'il y a eu une manifestation de ce genre, si vous vous rappelez, c'était en mai 68, lorsqu'il y a eu la contre-manifestation des gaullistes contre les étudiants, il y avait, on dit, 1 million de personnes, on dit, mais c'était pas De Gaulle qui était à la tête de cette manifestation, lui était en Allemagne, c'était Pompidou, voilà. Et ça a eu un effet. Et en 68, ça a eu un effet. Ça a calmé la situation. Okay. J'espère que dans ce cas aussi, maintenant, ça va avoir l'effet de commencer à combattre sérieusement le terrorisme en Europe. Ouais. C'est un choc, c'est sans précédent. Moi, je trouve ça sublime. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas si ça va avoir un effet. En tout cas, ce qui laisse aujourd'hui peu de place à l'optimisme, Jacques Neria, c'est cette vidéo, par exemple, qui est relayée aujourd'hui concernant ce Koulibaly, vidéo qui intervient donc après qu'il ait été neutralisé et tué vendredi. Ça veut dire quoi, Jacques Neria, pour vous, ça? Ça veut dire que la France est minée de cellules dormantes, non seulement d'Al-Qaïda, mais surtout de l'État islamique. Parce que, regardez, Koulibaly a prêté allégeance à l'État islamique et non pas Al-Qaïda. Donc, on parle d'une cellule, c'est une cellule qui était formée par moitié-moitié. C'était, je dirais, c'est quelque chose d'hybride que nous ne connaissons pas tellement bien, mais puisque Al-Qaïda ne travaille pas avec l'État islamique, bien au contraire, c'est l'État islamique qui en est sorti.
L'important, c'est le fait qu'il y a ici un mouvement continu entre la France et je dirais les deux bords de la Méditerranée et plus loin que ça dans la péninsule arabique. Donc les bases d'entraînement sont en Arabie Saoudite, au Yémen, sont en Irak, sont en Syrie, elles sont aussi au Mali, au sud de l'Algérie et dans la Tunisie. C'est tout autour, je dirais, le champ est miné, il faut en faire attention. Ouais. Alors, je pense qu'on a le temps. On va regarder juste d'un mot ce qui se passe avec une image en incrustation, ce qui se passe à la synagogue. On a peut-être le temps justement de regarder le reportage de Maxime Pérez concernant cette vidéo qui, évidemment, est lourde de sous-entendus. Ce n'est pas tellement ce qu'elle contient qui intéresse, mais tout ce qu'il y a autour et que vous avez analysé, Maxime Pérez. On regarde votre reportage, on en parle après. Le soldat du califat, c'est ainsi que se présente Hamedi Koulibaly. Dans cette vidéo posthume, authentifiée par les services de renseignement français, le tueur de Montrouge et de l'épicerie cachère délivre son testament. Son premier message, c'est qu'il a coordonné ses actions meurtrières avec les frères Kouachi. Les frères de notre équipe, divisés en deux, ont fait Charlie Hebdo, alhamdoulilah. Moi, j'ai sorti un petit peu aussi contre la police. Et donc voilà, on a fait les choses un petit peu ensemble, un petit peu séparés. C'était plus pour que ça ait plus d'impact, quoi. Puis vient le temps des explications, de la justification du pire, de la rhétorique djihadiste et intégriste. Cette fois, Hamedi Koulibaly n'apparaît plus en tunique, mais dans un blouson en cuir. Il pose dans le salon d'un appartement qui, selon la police, aurait été loué dans la commune de Gentilly, en Seine-sur-Marne. Vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour. Même chez nous, on n'a plus le droit d'appliquer la charia. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer sur la terre. C'est ça? Non. On ne va pas laisser faire ça. On va se battre, Inch'Allah, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son ultime message, il l'adresse à la communauté musulmane, qui l'implore de se soulever. Que faites-vous quand ils insultent le prophète sallallahu à répétition? Que faites-vous quand ils agressent nos soeurs? Comment, avec tous ces millions de personnes, il n'y en a pas autant pour défendre l'islam? Hamedi Koulibaly a probablement enregistré cette vidéo avant l'attaque sanglante de l'épicerie cachère de Port-de-Vincennes. Ce que ne dit pas en revanche son enregistrement, c'est qui s'est occupé de le filmer et le diffuser. Autrement dit, quel est ou quels sont les complices d'Hamedi Koulibaly? D'autant que sa compagne, Ayad Boumedienne, se trouvait déjà en Syrie. Alors, c'est évidemment quelque chose qui pose beaucoup de questions à Maxime Pérez, parce qu'on se dit bien qu'il faut quand même une infrastructure pour organiser et à la fois diffuser cette vidéo aujourd'hui. Hein. Oui, on a parlé des entraînements de ces djihadistes qui partent souvent au Yémen, en Syrie, en Irak, dans d'autres pays pour s'entraîner. Mais les armes, en tout cas, ils se les procurent en France, notamment dans les banlieues françaises. Ces armes viennent de Yougoslavie ou de Bulgarie. Ce sont les derniers cris de Kalachnikov. Ouais, on peut ce qu'on voit sur l'écran, c'est le dernier. Ce n'est pas le. Donc ça veut dire qu'il y a des trafics. C'est pas le AK-47 classique, c'est le perfectionné. Ce sont des modèles qui ont été perfectionnés en Pologne, en Yougoslavie et en Bulgarie. On est dans l'arsenal classique que la police en France baptise du nom de ces filières d'islamo-caïd, d'islamo-truands en fait, qui à la fois sont dans le trafic de drogue et qui, avec l'argent de la drogue, les filières du hashish notamment, beaucoup de filières algériennes qui sont connectées à ces réseaux-là, eh bien se procurent des armes et qui, évidemment, elles sont, selon les différentes études des renseignements généraux, de mèche avec des associations musulmanes caritatives qui sont implantées dans le milieu, bien sûr, qui prêchent un discours assez radical de l'islam. Et aujourd'hui, il y a des chiffres assez impressionnants. On parle de 30 000 armes en circulation dans les banlieues, dont 15 000 Kalachnikov. Aujourd'hui, pour se procurer un fusil d'assaut Kalachnikov en banlieue d'occasion, il faut à peine débourser quelques 250 €, évidemment, dès qu'on va chercher des modèles un peu plus sophistiqués, notamment en provenance d'ex-Yougoslavie, qui continue aujourd'hui en France, 10 ans après la crise et la guerre au Kosovo, qui continue d'être la principale source d'armes du banditisme en France et également des réseaux islamistes. Il faut évidemment Ce que je voudrais ajouter, c'est dans le cas précis de Koulibaly,
il a été financé par Al-Qaïda. C'est dans la vidéo lui-même, il dit ça très ouvertement. Alors, il parle de l'État islamique. De l'État islamique, mais il a été financé par Al-Qaïda. Donc il faut suivre la filiale de l'argent. Il faut suivre le transfert d'argent. Il y a un transfert d'argent qui s'est passé pendant des années. Le courant salafiste, poussé par l'Arabie saoudite, le wahhabisme. Donc vous avez de l'argent qui a été versé avec des sommes vertigineuses en Europe. Je ne parle pas d'acheter des équipes de football, mais non, de l'argent pour les prêcheurs, pour les mosquées, pour l'éducation islamique, une éducation islamique salafiste qui est très extrême. Très extrémiste de ce fait-là, qui prépare, je dirais, le terrain pour le recrutement de ces, je dirais, déséquilibrés, de ces gens qui se cherchent une voie, qui cherchent quelque chose dans leur vie et qui tombent la proie de ces prêcheurs-là et de ces recruteurs. Mais ce qui est inquiétant de voir cette vidéo circuler aujourd'hui, Jacques Tanner, c'est de se dire que finalement, il y a sans doute d'ailleurs d'autres réseaux prêts à agir encore aujourd'hui. Mais je vous dis là, il y a assez d'informations pour vous dire que les frères Kouachi ont passé un certain temps dans le sud de l'Algérie et de la Tunisie. Donc je dis c'est qu'il y a un courant continu entre les deux bords de la Méditerranée. Il y a un fait est là. Sur les 20 000 ou je dirais un peu moins volontaires étrangers qui sont en Syrie et en Irak, 50% viennent d'Afrique du Nord, viennent du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Et à cela, il faut ajouter 2500 citoyens français d'origine algérienne et nord-africaine qui se trouvent aussi en territoire syrien et irakien. De cette bande-là, il y a eu des centaines qui sont revenus. Le temps de se retrouver, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Le temps que les services se sont réveillés, les réseaux étaient déjà établis. Donc il y a des réseaux établis qui font le va-et-vient entre la France, entre l'Espagne, entre l'Italie et l'Afrique du Nord. C'est les volontaires qui passent, c'est les réseaux de recrutement, c'est l'Internet, l'Internet est là. Ce que dit ce monsieur-là, ce fou, ce terroriste-là, il répète mot à mot ce que la publication de l'État islamique a publié dans son dernier numéro, dans son dernier magazine, Dabiq. Donc Dabiq, tout ce que vous entendez, cette terminologie-là, c'est une terminologie qui a été répétée. Le gars ne sait pas un mot d'arabe, ça se voit. Il lit très mal l'arabe, mais il a tout simplement appris à répéter certaines phrases. Donc il est tout simplement conditionné, on lui a fait un lavage de cerveau radical. Ce qui est inquiétant à Vipasner, c'est qu'on est dans une journée aujourd'hui de sursaut républicain avec cette marche considérable, mais on se dit que la France n'est peut-être, et d'ailleurs certainement pas tirée d'affaire encore. Vous savez, personne n'est tiré d'affaire. Nous, en Israël, nous luttons depuis 120 ans contre le terrorisme. C'est une lutte continue. Mais pour mener à bien cette lutte, il vous faut des instruments. Et jusqu'à maintenant, en Europe, il y avait relativement peu d'instruments. Il faut avoir une législature, il faut avoir des lois permettant le combat contre le terrorisme. La situation en Europe et en France est trop floue, ok ? Il faut de la détermination, mais il faut, pour cette détermination, avoir l'appui de la loi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'espace Schengen, ok ? Vous circulez librement dans toute l'Europe. Ces terroristes qui arrivent en France, peut-être viennent-ils par l'Allemagne ou l'Italie ou la Slovénie. Oui, mais, monsieur l'ambassadeur, ici vous parlez de citoyens français. Ils peuvent circuler comme tout Français. Donc vous allez rétablir, aux frontières de la France, de l'Hexagone, avec tous les pays autour, de nouveau les policiers à la frontière. Je ne pense pas que ce soit acceptable aujourd'hui en Europe. Je donne cette mesure mais puisque vous mentionnez les terroristes qui sont allés se battre en Syrie et en Irak, ils sont connus. On sait exactement les 1050 ou 1090 qu'il y a. Ils sont connus, leur nom est connu, leur photographie est connue. Il faut les traquer, ok ? Les traquer d'une telle façon
qu'ils ne puissent pas retourner en France. Il faut beaucoup de moyens pour cela. Je vais le dire très crûment, il faut que le laxisme français s'arrête. Ouais, on ne peut pas accepter le fait que cette terroriste ait quitté la France il y a une semaine, alors qu'elle était recherchée par tous les services. C'est inacceptable. Il faudrait un Guantanamo en France aussi. Non, je ne parle pas de Guantanamo, il faut tout simplement renforcer les services de renseignement. Il faut accepter des procédures qui sont, je dirais, qui sont de coutume ici en Israël. Par exemple, le fait d'être interviewé pendant le kidnapping par une chaîne de télévision et permettre à ce terroriste à parler à ses frères musulmans et à ses autres frères, c'est quelque chose d'inadmissible. Il faut bloquer les communications, il faut isoler l'endroit, il y a beaucoup de procédures à faire et il est grand temps que les gens se réveillent. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de mentalité et c'est pas seulement en France. En Europe, il faut un changement de mentalité et mettre priorité la lutte contre le terrorisme. Sans ça, personne ne va réussir. Alors Maxime, il y a d'autres éléments qui ont été révélés aujourd'hui concernant Koulibaly et qui sont aussi assez troublants parce qu'il revendique d'autres actions et notamment un jogger qui a été blessé par balle il y a quelques jours. On parle d'un jogger qui a été blessé par balle d'une charge explosive contre un véhicule en banlieue parisienne juste avant cette attaque contre la supérette cachère de Porte de Vincennes. Donc vraisemblablement la police qui est en train en tout cas de tirer un petit peu les ficelles de ce vaste programme terroriste mis au point par ce gang, ex-gang des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement, et qui n'a pas tout à fait réussi ou abouti, puisqu'il y avait d'autres plans, notamment celui qui est pour l'instant relativement passé sous silence en France, d'attaquer une école juive, justement, à Malakoff, là où une policière a été abattue à 50 mètres de cet établissement. Alors on voit justement là les images spectaculaires de l'assaut, Jacques Neria, Maxime Pérez et Avi Pazner, qui sont effectivement saisissantes. Ça veut dire qu'on n'a rien à reprocher finalement au niveau opérationnel à la police française. Écoutez, moi j'étais attaché de défense à Paris pendant 3 ans. J'ai connu le GIGN de très près. Ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels dans ce genre d'action. Il n'y a rien à leur reprocher à partir du moment où le premier coup de feu a été tiré. Et il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'initiatives. Les policiers sont entrés quand les coups de feu déjà éclaté. Donc on voit bien qu'ils sont bien entraînés. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a aussi quelque chose qui n'a pas marché. La grille de l'autre côté ne s'est pas ouverte automatiquement. Il fallait la faire exploser. On a perdu du temps. Un temps qui était je dirais, très cher. Mais heureusement, Koulibaly s'est fait tuer juste dans les 30 premières secondes. Donc autrement, il y aurait eu là-bas un vrai massacre. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des failles dans les jours qui ont suivi, qui ont précédé? Écoutez, parce qu'il s'est retrouvé dans la nature pendant 24 heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a cerné les frères Kouachi et Koulibaly, tout d'un coup, toute la presse est au courant de tout leur passé, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ça. Ce qui veut dire que ces informations-là existaient. Elles existaient dans les services de renseignement et puis ils étaient suivis. Ce qui s'est passé, c'est que ces terroristes ont tout simplement fait un pas en avant. Ils ont dépassé, je dirais, les prévisions des services et ils ont attaqué avant que les services ne soient déjà préparés. Alors, témoignage intéressant maintenant au téléphone depuis Paris, justement, celui de Quentin Michaud, qui est journaliste spécialisé au magazine Opérationnel, qui s'occupe de toutes ces questions de défense et de sécurité. Bonsoir Quentin Michaud. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ce soir comme éclairage qui n'est pas encore été dit justement sur la manière dont ces assauts ont été menés contre ces terroristes? Alors ce qui est important de souligner dans un premier temps, c'est le caractère inédit de cette situation de crise qui a été vécue par les autorités françaises et donc qui a marqué une parfaite coordination entre les unités d'intervention françaises, le GIGN pour la gendarmerie et le RAID pour la police. Donc c'était une situation de crise inédite qui nécessitait, comme on l'a vu, 2 assauts simultanés, du moins très proches. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, le GIGN lui a donné l'assaut à Dammartin et le RAID et la BRI tout de suite à Vincennes ont donné l'assaut pour préserver au maximum la vie des otages. Donc ce sur quoi c'est important d'insister, c'est que sur ces 2 situations de crise, il y a eu à chaque fois une interaction avec les otages. Alors, il y avait à Dammartin le GIGN qui était en contact avec un otage caché, puisque
les frères Kouachi n'étaient pas au courant qu'il y avait un employé de l'imprimerie à l'intérieur du site dans lequel ils étaient retranchés. Mais donc c'était important pour les unités d'intervention d'avoir des renseignements de l'intérieur, en dehors des différents moyens techniques et humains qu'ils déploient tout autour du site dans ces cas de prise d'otages, afin de se renseigner sur la situation. Donc ça c'est très important parce qu'on a 2 prises d'otages simultanées et sur lesquelles les unités d'intervention ont à chaque fois des renseignements de l'intérieur par les otages. Quand vous regardez les images de l'assaut qui ont été dévoilées, Quentin Michaud, à Vincennes, là, et la manière dont tout cela est mené, vous vous dites que cela aussi ça a été fait dans les règles de l'art ? On peut effectivement dire en quelque sorte que ça a été fait dans les règles de l'art, puisque tout va très vite. On le voit dans un premier temps à Dammartin, le GIGN en quelques secondes se déploie sur les images de la gendarmerie qui ont été diffusées. Les véhicules d'assaut sont tout de suite positionnés, les appuis répliquent, les grenades flashbang, ce sont les détonations qu'on entend, donc ce sont des grenades assourdissantes, permettent donc de déstabiliser les terroristes. Et on le voit à Vincennes, pour ce qui est de la prise d'otages dans l'hypercachère, le RAID et la BRI investissent très rapidement les lieux et ont tout de suite montré en quelque sorte les forces qui ont permis de prendre le dessus sur Koulibaly. Sur 2 à chaque fois accès différents, puisqu'on le voit à Vincennes, il y a eu un assaut simultané qui permet tout de suite de prendre le dessus, de saturer en quelque sorte l'objectif, comme on dit dans le langage interne, et donc qui permet d'investir le lieu de la prise d'otage en quelques secondes. Jacques Nerien, un mot ? Deux remarques. À Dammartin-sur-Goël, il n'y a pas eu d'assaut. Ce sont les 2 frères Kouachi qui sont sortis. Donc, sont venus au contact. Il ne faut pas. Ce sont eux qui ont cherché le contact et non pas l'inverse. Donc le GIGN était prêt sur place, d'accord, mais simplement l'initiative a été celle des frères. Dans le cas de la porte de Vincennes, il faut faire attention. Saturé, mais simplement si Koulibaly avait mis des grenades et avait mis des booby-traps juste à l'entrée, il y aurait eu non pas un seul mort, mais il y aurait des dizaines de soldats, de policiers qui auraient été tués. Donc là aussi, je dirais, cette espèce de groupes qui rentrent, qui foncent sans faire attention, sans regarder, sans faire attention à ce que des explosifs soient déjà sur place. Là aussi, il faut savoir, ça a été, je dirais, un risque qui a été pris. Je ne sais pas s'il a été pensé jusqu'au bout. Votre avis, Quentin Michaud ? Ce qu'il faut souligner par rapport à cela, c'est qu'il y a des capteurs qui permettent quand même de se renseigner sur la situation de l'extérieur pour savoir si l'endroit est piégé. Alors effectivement, dans l'urgence de la situation, il y a un assaut d'urgence qui est déclenché d'une part à Dammartin parce que les terroristes sortent, et d'autre part à Vincennes parce que c'est une conséquence directe donc, de l'assaut du GIGN sur les frères Kouachi à Dammartin. À chaque fois, il y a des capteurs techniques et humains qui permettent de se renseigner sur la situation, détecter des explosifs, savoir si éventuellement ces explosifs sont armés par des détonateurs. Donc en plus, il y a un contact avec les otages qui, encore une fois, a joué un rôle primordial et a certainement permis de sauver la vie de nombreux policiers et gendarmes dans ces 2 assauts. Donc effectivement, il y a toujours cette part d'incertitude. C'est jamais une science exacte de libérer des otages, mais il y a quand même des moyens qui permettent de se renseigner sur la situation. Et d'autre part, j'ajoute qu'il y a eu tout un travail de déminage qui a été fait après les assauts et qui a pris, en tout cas, je ne sais pas à Vincennes, mais pour la situation à Dammartin, plus d'1 heure aux démineurs du GIGN pour s'assurer que la situation était bien claire, en quelque sorte, après l'assaut. Merci beaucoup pour cet éclairage d'un spécialiste, en l'occurrence vous, Quentin Michaud, journaliste donc au magazine spécialisé opérationnel. Merci d'avoir été en direct avec nous pour donc évoquer les suites, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont posées. Jacques Nerien, il y a des choses vous qui... La grande question est de savoir comment est-ce qu'on va protéger les institutions, les synagogues. On parle de l'armée aujourd'hui. Écoutez, vous parlez dans l'Île-de-France de 1700 objectifs, de 1100 cibles. Et dans toute la France, de plus de 4600 endroits qui sont, je dirais, fréquentés par des juifs. C'est une mission impossible. Une mission impossible. Vous allez protéger des écoles, vous allez avoir ils vont attaquer des crèches. Je dirais c'est une mission d'État. Je dirais, se protéger n'est pas assez. Les moyens défensifs sont naturellement importants, mais là, je dirais, la responsabilité tombe sur les épaules.
je dirais, de la République française. Bon, on aurait bien aimé que vous commentiez ce qu'allait dire Benyamin Netanyahou à Avi Pazner, mais il n'a toujours pas parlé à la synagogue de la Victoire. Il est en train de récolter les applaudissements, voilà, donc il n'a pas le temps. Et puis François Hollande aussi ne s'est pas encore exprimé. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de retard, dû effectivement à l'affluence. Merci en tout cas Maxime Pérez, Jacques Neria et Avi Pazner. On continue évidemment cette édition spéciale. On va marquer une toute petite pause. On revient dans un instant et puis on vous fera vivre. Vous voyez que c'est le grand rabbin de France là, qui est en train de parler, Chaim Corsia. On vous fera vivre les discours en direct des chefs d'État dans un instant. Restez avec nous. Vous attaquez la Khilafa, vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Vous ne pouvez pas attaquer et ne rien avoir en retour. Français, d'origine algérienne et de confession musulmane. Très fier de s'appeler Ahmed Merabé, de représenter la police française et de défendre les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes blessés, nous sommes en colère. Nous pensons que des mesures importantes, urgentes et fortes doivent être prises. Suite de cette édition spéciale, on est toujours en direct et en duplex depuis Paris, où a eu lieu donc ce rassemblement monstre aujourd'hui et qui continue ailleurs en ce moment même, entre République et Nation. Et puis en ce moment, vous le voyez sur ces images, le direct, ça se passe à la grande synagogue de Paris, rue de la Victoire, où Benyamin Netanyahou, François Hollande, assiste à une cérémonie. Vous voyez actuellement le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui s'exprime. Et dans un instant, ils prendront la parole, et Hollande et Netanyahou, et on vous fera écouter ces deux interventions qui viennent conclure une journée de mobilisation en hommage aux 17 victimes du terrorisme de cette semaine à Paris, et puis aussi pour la défense des valeurs de la République et notamment la liberté d'expression. On a également suivi de près aujourd'hui les inquiétudes d'une communauté juive traumatisée une nouvelle fois par un attentat qui la visait directement, comme ça a été le cas à Vincennes et ses 4 victimes. Comment cette journée a-t-elle été vécue justement par la communauté juive dans cette manifestation? Cyril Amar. Avant que le monde ne défile, ils étaient les premiers ce matin sur le perron de l'Élysée. Les dirigeants de la communauté juive de France, la plus importante en Europe, étaient venus exprimer à François Hollande leur profonde anxiété au surlendemain de l'attaque meurtrière contre l'hypercachère de Vincennes. Après l'effroi, le recueillement, mais également la colère. Nous sommes blessés, nous sommes en colère. Nous pensons que des mesures importantes, urgentes et fortes doivent être prises. C'est que la tuerie de Vincennes a ravivé au sein de cette communauté les vieux démons de mars 2012. Un rabbin et ses 2 enfants étaient alors sauvagement abattus par un autre djihadiste, Mohamed Merah. Nombreux sont d'ailleurs à regretter que leurs concitoyens n'aient pas été alors plus nombreux à descendre dans les rues pour scander « Nous sommes tous des juifs de France ». Si ça aurait été que juif, je me demande s'il y aurait cet événement. Mais les Juifs de France veulent encore croire au vivre ensemble, comme en témoignent les inscriptions de ce ballon à l'hélium, arboré fièrement par les mouvements de jeunesse juifs. On a pensé que c'était bon de mentionner tous ceux qui sont morts pour ce qu'ils étaient, à savoir Charlie pour leur dessin, les flics parce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient flics, et les Juifs évidemment par rapport à l'attentat d'hier qui a coûté la vie à 4 de membres de notre communauté. La grande marche républicaine de ce dimanche aura-t-elle suffi à stopper le flot d'immigration des Juifs de France vers Israël? Pour le président du CRIF, c'est en France que le terrorisme doit être combattu. Ceux qui prennent la décision de partir vers Israël, nous ne pouvons que respecter leur décision, mais nous estimons que nous devons combattre en France contre tous les ennemis du judaïsme. Présent à Paris, le ministre israélien de la diaspora a rappelé de son côté qu'Israël était le foyer du peuple juif. The state of Israel is the home of all Jews.
L'État d'Israël est le foyer de tous les Juifs. Nous considérons que nous sommes responsables de la sécurité de tous les Juifs du monde entier. C'est pourquoi j'ai décidé d'être présent aujourd'hui en tant que représentant de l'État d'Israël avec ce message. Nous prendrons soin de vous. Reste à savoir si les Juifs de France seront sensibles à son appel, plutôt qu'à celui de Manuel Valls, pour qui la France, sans ses Juifs, n'est plus la France. Voilà, image signée David Lancry également dans ce sujet donc de Cyril Amar. Dans ce studio, Daniel Sheikh nous rejoint. Bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France. Ali Waked, spécialiste du monde arabe et musulman. Et Dror Even-Sapir, analyste politique sur i24 News. Bonsoir. Alors, on suit également toujours ce qui se passe à la grande synagogue de la Victoire à Paris, où François Hollande et Benjamin Netanyahou, notamment avec d'autres personnalités, sont présents pour une cérémonie d'hommage. Je voudrais commencer avec vous, Ali Waked, parce qu'on disait aujourd'hui, il serait important de voir comment les musulmans de France, notamment, et du monde d'ailleurs, réagiraient après cette semaine où, évidemment, ils ont été quelque peu montrés du doigt. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ils ont réagi, ils ont montré aussi leur appartenance à ce mouvement, ce vaste mouvement qui refuse l'obscurantisme et le djihadisme? Non, je dois avouer que ce n'était pas le cas. Au contraire, dans certains réseaux sociaux, on a vu une campagne « Je ne suis pas Charlie pour refuser ce qu'ils appelaient cette campagne de solidarité qui a ignoré le fait que les caricaturistes de Charlie Hebdo étaient à la source de quelques caricatures qui ont profané la mémoire du prophète. Il y avait une minorité, mais malheureusement cette minorité était silencieuse. Cette minorité qui a essayé de s'adresser non pas à la moralité et non pas au cœur, mais à la réflexion des gens que ceux qui vont être en première place à payer le prix de ce qui s'est passé le week-end dernier en France vont être les musulmans et la communauté musulmane. Donc, d'un point de vue arithmétique froide, le résultat sera pas en faveur des musulmans, mais plutôt contre le bien des musulmans de France et de l'Europe, et que pour la première fois, les Européens vont peut-être pouvoir comprendre ce que disent les Israéliens, que le radicalisme ne se réduit pas à Israël, ne se réduit pas au conflit israélo-palestinien, et qu'il y a ici une vague globale beaucoup au-delà des frontières du Moyen-Orient. Daniel Sheikh, votre sentiment au terme de cette journée, de cette mobilisation, qu'est-ce que vous en retenez ? Je pense qu'on ne peut pas ne pas être impressionné par une société qui peut mobiliser des millions de gens pour descendre dans la rue et manifester pour montrer de la solidarité pour des concitoyens, mais aussi, surtout, un attachement aux valeurs fondamentales de cette société. Mais au-delà de cette belle image qui restera gravée pendant longtemps, cette image qui se trouve derrière vous, les chefs d'État, et surtout la foule, je crois même plus que les chefs d'État, ce n'est pas un but en soi. Il faut que ce soit le signal d'un déclic, d'un changement je ne sais pas si un changement de cap, mais un changement de rythme sans aucun doute pour combattre un terrorisme islamique qui a des bras partout, qui ne fera pas que la France, qui n'est pas né en France, qui ne va pas mourir en France. Et donc, ces leaders avec bras dessus, bras dessous, qui se réunissent à Paris, doivent montrer le même degré de coopération et de bonne volonté à l'avenir pour créer un réseau solide du monde libre contre ces gens-là. Charles, je crains que si la solution ou si les mesures qui vont être prises seront exclusivement d'ordre sécuritaire, ça ne va pas répondre au changement qui a eu lieu dans le monde musulman ces dernières années. Il y a une partie de la jeunesse musulmane qui est passée à l'offensive. Ces jeunes qui émanent d'un environnement médiocre, d'un environnement pauvre, partiellement exploité
par l'Occident passe à l'offensive, passe à l'attaque. Et pour certains radicaux, l'offensive signifie ce genre d'attaque comme on a vu à Paris récemment et comme on voit quelque part ailleurs. Donc, il faut une révision de la politique européenne. Il y a un message qui a été envoyé aux Européens ces dernières semaines en France et ailleurs. La France ne peut pas être impliquée au Mali, ne peut pas être impliquée en Syrie, ne peut pas être impliquée en Irak, en Afghanistan, sans pour autant être prêt à payer le prix de cette implication dans les affaires des pays musulmans. Il faut... tout le monde parle de l'échec sécuritaire de la France. Il y a un échec sécuritaire, mais il y a un échec de réflexion. Il y a un échec de manque de compréhension du changement qui a eu lieu dans le monde arabe. Et si on s'était, ou quelques-uns sont été réjouis quand ils ont vu les résultats des élections en Tunisie, ils ont raté la réalité. La réalité, c'est que le monde musulman, il passe vers l'islam politique. Il y a une différence entre les composants de cet islam politique, entre modérés et entre la Tunisie djihadistes. était présente au rassemblement aujourd'hui. Hein. La Tunisie était présente aujourd'hui. La Tunisie était présente, mais les Tunisiens sont les premiers quantitativement à être présents parmi les djihadistes en Irak et en Syrie. On ne peut pas voir seulement la partie qui nous convient dans la tasse. Il faut voir toute la réalité. Et la réalité, c'est que les musulmans, ou une partie des musulmans, n'est pas prête à coexister avec l'implication des Occidentaux dans les affaires des pays arabes et musulmans. Alors, je crois qu'on est en ligne également avec l'ancien grand rabbin Citruc qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vouliez vous exprimer vous aussi au terme de cette journée. Quel est votre sentiment ce soir? Est-ce que vous saluez cette mobilisation énorme, massive en France? Bien évidemment, je m'en réjouis beaucoup. Simplement, pourvu qu'elle ne retombe pas comme un gâteau. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est que l'émotion perdure au-delà de l'action et qu'elle soit suivie des faits et que la France tout entière soit consciente que son destin est d'abord entre ses mains et que tous les Français s'unissent contre toute forme de racisme, de violence et qu'on condamne tous ce qui est le contraire de la République. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, les Juifs de France, grand rabbin Citruc, ont intérêt à partir, comme le disent certains, ou est-ce qu'ils ont encore leur place vraiment dans cette République? Moi, je crois qu'ils ont totalement leur place ici, et que tant, effectivement, je suis partisan d'une installation en Israël pour ceux qui le décident, autant elle ne doit pas être une terre d'asile, elle doit être une terre promise, comme le dit la Bible. Il faut choisir d'aller en Israël, où le destin politique et spirituel du peuple juif s'accomplira dans tous les cas comme les prophètes l'ont annoncé il y a déjà des milliers d'années. Simplement partir pour, entre guillemets, se réfugier en Israël, ça me paraît pas être la bonne solution. Merci beaucoup, grand rabbin Citruc, pour cette intervention en direct donc au terme de cette journée. Dror Even-Sapir, c'est vrai qu'on attendait Netanyahou sur ce sujet aujourd'hui, hein, puisqu'il était à cette marche. Il n'a pas, pour l'instant, il n'était pas encore exprimé à Paris, mais enfin, il n'a pas remis sur la table, on va dire, cet appel aux Juifs de France. Hein. On peut imaginer qu'il s'apprête à le faire, mais en des termes très soigneusement choisis, mesurés. Il ne va pas appeler les Juifs de France à s'installer en Israël, mais il va dire que ceux qui le désirent seront accueillis à bras ouverts. D'ailleurs, il l'a déjà dit en fait. Il a dit hier que ceux des Juifs de France qui désirent, étant donné les événements dramatiques de ces derniers jours, quitter la France et s'installer en Israël, ils seront reçus avec les bras ouverts et tout sera fait pour bien les accueillir, pour bien les intégrer, notamment au niveau professionnel, puisque c'est bien évidemment le sujet de préoccupation numéro 1 pour les candidats à l'Aliyah, à l'immigration, à l'installation en Israël. C'est un sujet sensible, délicat. Daniel Sheikh, ancien ambassadeur, se rappelle certainement lorsque il y a une dizaine d'années, un peu plus, Ariel Sharon avait là, lui, carrément, d'une manière qui laissait peu de place à l'ambiguïté, avait appelé les Juifs de France à s'installer en Israël suite à la vague d'agressions terroristes du début des années 2000, d'agressions antisémites du début des années 2000. Ça avait été très, très mal perçu, bien évidemment, par les autorités françaises. Et là, il y a un véritable enjeu, Jean-Charles, parce que si la tendance constatée avant même l'attentat, la prise d'otage sanglante de la porte de Vincennes se confirme, à savoir qu'avant même cet attentat, le nombre des Juifs qui s'installaient en Israël cette année avait dépassé tous les records.
près de 7000 personnes. On table sur environ 10 000 personnes pour l'année 2015, avant même, et c'était une prévision qui a été faite par les experts et par les différents instituts qui s'occupent de cette question, avant même donc la prise d'otage de la porte de Vincennes. 10 000 cas, 10 000 personnes, 10 000 juifs français prévoyaient de s'installer en Israël pour l'année 2015. Donc on peut imaginer qu'étant donné la tragédie que la communauté juive de France vient encore de vivre, eh bien que le nombre de cas augmente. Et véritablement, pour les autorités françaises actuelles, c'est un véritable dossier difficile à gérer parce qu'on peut imaginer que, bien évidemment, les pouvoirs publics en France, Manuel Valls, François Hollande, ne veulent pas rentrer dans l'histoire comme étant les dirigeants du premier pays occidental, prospère, libéral, démocratique, qui a vu sa communauté juive partir, parce que la société israélienne d'aujourd'hui, elle est composée essentiellement de juifs qui se sont installés en tant que réfugiés, soit qu'ils aient été chassés de leur pays d'origine, soit qu'ils les quittaient étant donné que les conditions de vie devenaient impossibles, étant donné que l'antisémitisme progressait, les réfugiés bien évidemment après la Shoah, et puis les réfugiés du monde arabo-musulman. Et là, on a un pays tout à fait démocratique, solide, prospère, libéral, dans lequel les juifs bien évidemment bénéficient d'absolument tous les droits que peut donner un État démocratique, et qui, du fait des tensions, du fait de l'antisémitisme, des tensions intercommunautaires, etc., décident dans des proportions de plus en plus grandes de quitter le pays, de partir en Israël, de partir ailleurs également. Alors c'est Netanyahou qui les incite à partir, ou ils ont envie de partir, à votre avis, Daniel Sheikh, là aujourd'hui? On ne peut pas véritablement parler d'envie dans ces conditions-là. C'est clair que les émotions sont très fortes, tout le monde est à vif. Moi, je suppose, comme tout Israélien, je préfère les Olim qui viennent par conviction, et pas par nécessité, pas par besoin, par peur. Et dans ce sens-là, il faut être très sensible dans les propos d'un Premier ministre israélien. Je crois que c'est sa responsabilité, la responsabilité de son gouvernement, d'ouvrir le chemin pour les Juifs français ou d'ailleurs qui veulent venir en Israël, de leur préparer les meilleures conditions. Mais ce n'est pas à lui de les appeler à quitter. Ce sont des citoyens français, et jusqu'au moment où ils n'ont pas choisi de céder leur citoyenneté française, de la remplacer par une citoyenneté israélienne ou américaine ou autre, ils sont la responsabilité de la société et du gouvernement et du président français. Et même si, comme vous venez de dire, 10 000, 20 000 vont venir l'année prochaine, ils sont quand même 1,5 million. Donc l'écrasante majorité va rester la responsabilité de ce gouvernement, et nous voulons sa coopération. Et nous avons sa coopération pour essayer de recréer des conditions acceptables pour les Juifs de France. Alors justement, c'est une question qui est sur toutes les lèvres en Israël également, où la solidarité s'est manifestée aujourd'hui, après ce qui s'est passé en France. Vous allez le voir avec ce reportage à Jérusalem de Mathias Inbar. Je suis juif de France, je suis Charlie. C'est avec ces mots que les juifs francophones ont décidé de se réunir en hommage aux 17 victimes des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly. Une initiative prise par la mairie de Jérusalem. Et si le maire Nir Barkat a souhaité apporter son soutien aux autorités françaises, il a de nouveau appelé, comme l'avait fait plus tôt le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les Juifs français à faire leur alia, leur émigration en Israël. Les Juifs doivent être en sécurité, à Paris comme ailleurs. Mais cela étant dit, Jérusalem et Israël sont naturellement la vraie maison de tous les Juifs du monde. Ce ne sont pas que des mots, estime le député Dov Lipman du parti centriste Yesh Atid, lui-même originaire des États-Unis. Il faut que la Knesset, le Parlement israélien, prenne conscience du problème de sa diaspora. Les Juifs sont ici chez eux, c'est là que nous pouvons nous défendre. Nous sentons que les Juifs de la diaspora ont besoin de notre protection. Nous avons notre propre armée, nos propres forces de défense. Eux n'ont pas ça. Là où ils vivent, il y a une incitation à la haine. Les gens sont contre nous, peu importe notre combat. Il est temps qu'ils rentrent à la maison. Nous ferons tout notre possible au sein de la commission de l'intégration pour les aider à s'intégrer en Israël, à recommencer leur vie et que leurs enfants rejoignent fièrement les rangs de l'armée de défense d'Israël pour défendre le peuple juif. Mais avant d'envisager l'ALIA, il faut répondre à cette question pour ces juifs originaires de France. Comment assurer la sécurité des leurs restés en France? La réponse
n'est pas si évidente. Se faire attaquer, se faire assassiner, c'est un peu le même sentiment, peut-être même en plus fort que ce qu'il y avait eu après Toulouse. On est conscient aujourd'hui que le terrorisme arrive en France, nous on le connaît ici, on sait que ça ne s'arrête pas comme ça, on sait que c'est une avalanche. Et donc oui, on est bouleversé et on attend une réaction. On attend une réaction de la France, on attend une réaction aussi d'Israël. On attend beaucoup d'unité contre un ennemi commun qui est l'empêcheur de tourner en rond. Celui qui veut casser le rythme de la vie de tous les jours et qui mélange tout, journalistes, flics, juifs. Aujourd'hui, c'est le même combat pour tout le monde. Et c'est en entonnant la Tikva, l'hymne national israélien, que s'est clos cet hommage. Alors on va retourner à Paris tout de suite. Vous savez qu'une cérémonie a lieu en ce moment même dans la grande synagogue de la Victoire à Paris avec Benjamin Netanyahou, avec François Hollande et puis des personnalités. Julien Baloul, vous vous trouvez justement aux côtés d'une personnalité israélienne. Oui, absolument. Je suis dans la synagogue, la grande synagogue de la Victoire. Je suis en compagnie du député Eli Yishai. Vous savez, le député Eli Yishai, l'ancien ministre, ancien président du Chasse et président du parti Aham Itanu, qui concourra aux prochaines élections. Le président, donc, Eli Yishai, qui est venu spécialement d'Israël aujourd'hui pour être à côté des Juifs de France. Je vais lui poser les questions en hébreu et les traduire en direct. Jean-Charles a donné Toda Rabba Shata Itanu, Lama Zaya Kol Kach Hashuv Lecha Liot Po Hayom Le'ima Yodim. Pourquoi c'était important pour vous d'être aujourd'hui au présent? רצח נורא ואיום, טבח של יהודים שנרצחו על קידוש השם רק בגלל שהם יהודים. הלב של כל העם היהודי פה איתכם, והרגשתי חובה להיות פה עם היהודים. Monsieur Yishai dit qu'après ce massacre terrible qui a frappé les Juifs uniquement parce qu'ils étaient Juifs, il était important pour lui de dire que lorsqu'on touche un Juif, c'est l'ensemble du peuple juif qui est concerné. Et c'est pourquoi il voulait être ici ce soir avec les Juifs de France. וגם כל העם היהודי, עם יהודי צרפת ועם העם בצרפת, עם כל הצרפתים. Les Juifs de France sont un peuple en eux-mêmes et ils sont également une partie intégrante du peuple de France. אנחנו חייבים להיות חזקים ולהאמין ולהמשיך חזק ולא לפחד. On doit être fort, continuer de croire et continuer de se battre et surtout ne pas avoir peur. Et Eli Yishai rappelle surtout que la maison du peuple juif est en Israël et que les Juifs de France doivent rejoindre Israël selon Eli Yishai. Il tient enfin à adresser ses condoléances aux familles des endeuillés. Il rappelle que les obsèques des endeuillés des victimes du massacre aura lieu mardi en Israël et qu'il sera présent aux obsèques. Toda Rabba Adonai. Voilà donc l'interview de Eli Yishai qui repart tout de suite en Israël. Jean-Charles. On en est où, Julien, de cette cérémonie-là? Puisque pour l'instant, ni Netanyahou ni Hollande n'ont pris la parole encore. Non, pas encore. Il y a eu simplement un allumage de bougies très émouvant, avec notamment la dernière bougie, avec une enfant juive et une enfant musulmane ensemble, un moment œcuménique. Merci Julien Baloul en direct de cette grande synagogue de Paris. Bon, c'est un message qu'on n'est pas étonné d'entendre de la bouche d'un député d'un parti orthodoxe. Non, rien, sans grande surprise. Mais je veux revenir un peu sur ce que nous avons dit avant le reportage. Je pense qu'il est naturel et souhaitable que l'État d'Israël et la société israélienne se sentent responsables d'une certaine manière des Juifs dans le monde. C'est clair que c'est une des raisons profondes du sionisme, une des raisons profondes de l'établissement de cet État. Mais c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël que des Juifs puissent vivre librement et sereinement n'importe où dans le monde, et pas seulement en Israël. Et c'est dans cette optique-là que la sensibilité est tellement importante pour que les États de la terre, partout, se sentent responsables de leurs citoyens juifs comme tous les autres citoyens. Il n'y a rien d'exceptionnel à un citoyen français de confession juive.
Oui, allez-y. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Chek. Le fait qu'un nombre de plus en plus important de juifs français s'installent en Israël ou expriment le désir de le faire ou la volonté de le faire n'est pas lié uniquement à des pics de violence absolument tragiques comme celui auquel on a assisté Port de Vincennes, mais également un climat général. Et de ce point de vue-là, il y a, si vous voulez, une très nette différence à établir entre l'attitude des pouvoirs publics, des autorités en France, qui est une attitude tout à fait irréprochable, avec, on sent, une très grande sincérité dans la volonté des pouvoirs publics de tout faire pour qu'effectivement les Juifs français se sentent en sécurité chez eux, en France, et puis un état d'esprit dans certaines parties de la société française qui s'est exprimé notamment au cours des grandes manifestations de l'été dernier contre la guerre menée par Israël contre l'organisation islamiste du Hamas à Gaza. Et là, véritablement, les manifestations de solidarité avec le Hamas, avec les Palestiniens, ont choqué, ont traumatisé même une grande partie de la communauté juive de France. Il y a un état d'esprit aussi délétère, encore une fois, dans une certaine partie de la société française qui s'exprime dans le succès qu'ont certains individus comme Dieudonné ou Alain Soral. Donc un état d'esprit général qui fait que, sans aller jusqu'à des pics de violence absolument tragiques comme ceux auxquels on a assisté, les Juifs français se sentent, en tout cas une grande part des Juifs français se sentent de moins en moins à l'aise dans leur propre pays. Alors à l'instant, il y a un chiffre étonnant qui est donné par l'agence France Presse, c'est 3,7 millions pour le nombre de manifestants sur toute la France aujourd'hui. C'est considérable. Incroyable. À mon avis, c'est du jamais vu dans le monde. Ouais. Ali Waked, sur Paris et sur la France. Oui, à mon avis, la grande question, c'est est-ce que au sein et auprès de la communauté musulmane de la France comme ailleurs de l'Europe, il va y avoir une leçon à tirer de ce qui s'est passé ces derniers jours? Et est-ce que les mosquées vont être encore lâchées à ces prêcheurs qui appellent à la haine, qui appellent à ce genre de radicalisme? Ou est-ce que les éléments modérés au sein de la communauté musulmane, après ce choc, dont, à mon avis, le grand dégât ne sera pas contre les Juifs, mais il sera contre les musulmans de l'Europe, qui vont être les premiers à payer le prix. Est-ce que ces éléments modérés vont assumer les responsabilités? Est-ce que les pays européens vont comprendre que quand ils laissent certaines associations en provenance de l'Orient, en provenance du Moyen-Orient, financer les imams, financer les prêcheurs dans les mosquées, que ça doit être changé, que les autorités, avec les éléments modérés, doivent collaborer pour établir une direction qui soit responsable. Les lieux saints, dans des moments de crise, et au Moyen-Orient, on passe tout le temps en moment de crise, parce que les Européens ne peuvent pas ignorer, quand il y a des milliers de Français qui se trouvent en Syrie et en Irak, quand il y a des milliers de Belges qui se trouvent en Syrie et en Irak, on ne peut pas jouer la petite tête et penser que ça va être limité à la Syrie et à l'Irak, et que en France, les Français peuvent vivre en sécurité totale. Ce qui se passe là-bas, le fait qu'il y a des milliers qui ont été recrutés pour aller se battre en France, signifie qu'il y a des réseaux qui les encouragent à faire ce pas, à faire ce chemin vers le Moyen-Orient. Donc il faut y avoir des réponses et des solutions d'ordre sécuritaire. Il faut que les Européens comprennent que les valeurs de la liberté, les valeurs de la liberté de mouvement valent rien si ces incidents-là vont se répéter. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une révision dans la vision de l'Europe vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans. On ne peut pas être impliqué partout dans le monde musulman sans pour autant croire qu'il va y avoir des conséquences sur le sol européen. Les armées européennes ne peuvent pas être impliquées au Libye, au Mali, ailleurs, sans pour autant penser qu'il y a un prix à payer. Alors, on va marquer une pause, le temps de vous donner un des titres d'un grand quotidien français demain, c'est Libération. Nous sommes un peuple, voilà comment est ressentie donc cette mobilisation sans précédent. On nous pause et on revient.